Si on prend des vedettes, on nous donnera de l'argent. Bon, alors il n'y a qu'à prendre des vedettes. Parmi les lignes de fracture qui dispersent les forces de la gauche, il y a la question du rapport qu'elles entretiennent avec le capital et le capitalisme. Et cette question scinde la gauche en deux camps. D'un côté, le camp réformiste qui juge que ce sont les excès du capitalisme qui posent problème, excès qui se manifestent sous la forme du néolibéralisme qu'il faut combattre afin de restaurer un capitalisme à visage humain proche du keynésianisme. En face, le camp révolutionnaire juge que c'est le capitalisme qui pose problème. Il faut donc l'abattre pour espérer pouvoir mener une politique de gauche, faute de quoi le capital reprendra toujours les rênes et videra les réformes de leur potentiel de justice sociale. À mi-chemin entre ces deux bords de la gauche, on trouve la France insoumise et l'Avenir en commun, programme dont il est difficile de dire s'il porte un projet d'aménagement du capitalisme ou un projet de sortie du capitalisme. Et c'est difficile de répondre à cette question, notamment parce que ça soulève la question de la définition du capitalisme et du caractère plus ou moins contraignant du cadre qu'il pose. Et oui, le capitalisme, c'est quoi? Ça permet quoi? Ça empêche quoi? Ce sont ces questions que je voulais soulever avec mes deux invités, deux économistes de gauche. Bernard Friot, nos abonnés vous connaissent bien puisque je vous ai déjà reçu 2 fois. La dernière fois, c'était pour votre dernier ouvrage, paru à la Dispute il y a 1 an. C'était « Vaincre Macron ». Face à vous, Thomas Porcher. Alors, Thomas Porcher, vous, ce sont les téléspectateurs qui vous connaissent très bien puisque vous êtes l'économiste hétérodoxe le plus assidu des plateaux télé où vous portez la contradiction face à la doxa libérale que vous combattez avec une vaillance et une ardeur tout à fait héroïque. Vous êtes également l'auteur d'un très remarqué traité d'économie hérétique qui s'est déjà vendu à plus de 18 000 exemplaires. Il est paru chez Fayard en mai dernier. Alors Thomas Porcher, quand je vous ai contacté pour préparer cette émission, vous m'avez tout de suite mise en garde en précisant, attention, je vous préviens tout de suite, il n'y aura pas débat, je partage l'essentiel des analyses de Bernard Friot. Banco, très bien. Il ne s'agit pas pour nous d'organiser un débat qui mettrait en scène une opposition ultra-frontale. Il ne s'agit pas de creuser la fracture entre soi-disant deux bords de la gauche. Il s'agissait, de mon point de vue, d'essayer de conjuguer vos deux approches afin d'affiner, aiguiser l'appareil conceptuel, l'appareil critique, susceptible de répondre à cette question. Une politique de gauche est-elle possible dans le cadre capitaliste? Alors, ça suppose déjà de se mettre d'accord sur ce cadre capitaliste en partant de la définition. Alors, on va s'appuyer sur le sens commun. Je suis partie de la notice Wikipédia et de sa définition du capitalisme. Ça commence comme ça, la notice Wikipédia. Le capitalisme désigne un système politique et économique reposant sur la propriété privée des moyens de production, le libre-échange sur les marchés et la libre concurrence. Donc, d'abord, est-ce qu'on est d'accord sur ces critères? Est-ce qu'il faut les nuancer, les corriger? Bernard, on part sur ces prémices? Non. D'une part parce que dans le capitalisme, ceux qui utilisent l'outil de travail n'en ont jamais la propriété d'usage, y compris quand ils en sont apparemment propriétaires, comme les travailleurs indépendants. En réalité, la propriété patrimoniale lucrative, qui me paraît plus intéressant que propriété privée, la propriété patrimoniale lucrative de l'outil de travail par les actionnaires, par les prêteurs, caractérise le capitalisme, mais interdit la propriété d'usage de l'outil par ceux qui l'utilisent. Et cette impuissance-là est terrible. J'étais hier à Saint-Dizier, on voit des territoires qui se vident complètement de toute activité industrielle et économique en général, dans l'impuissance de tous ceux qui y ont travaillé, qui y étaient des dizaines de milliers. Et donc, la première caractéristique du capitalisme, c'est cette absence de propriété d'usage de l'outil par les travailleurs, parce qu'il y a un monopole, effectivement, de la propriété patrimoniale lucrative. Alors, quant au marché, non, le capitalisme n'est pas du tout défini par le marché. Ouais. Le livre de Thomas montre très bien comment le prétendu libre-échange est une imposture. Il s'agit de créer des normes qui créent des monopoles. Hein, et oui, donc, le capital
n'utilise le marché que pour construire des monopoles. Et au contraire, une alternative au capitalisme peut s'appuyer sur le marché dès lors que ce marché est débarrassé de la marchandise capitaliste, c'est-à-dire de biens qui sont produits pour mettre en valeur le capital de la propriété patrimoniale lucrative. D'accord. Donc d'emblée, dans la définition de départ, vous apportez des nuances quand même très décisives. Thomas Porcher, par exemple cette nuance, vous, entre propriété lucrative et propriété d'usage, c'est pas un outil que vous utilisez particulièrement? Je suis assez d'accord. Enfin, là, on a eu une démonstration très profonde et je suis assez d'accord avec tout ce qui a été dit. Après, sur la définition que vous en donnez, c'est vrai que c'est la définition qui est la plus acceptée, on va dire, de tous, même si elle est très incomplète, et là, on vient de le voir. Après, on peut mettre des nuances vraiment différentes dans cette définition, parce que vous avez plusieurs nuances de capitalisme. On ne peut pas comparer le capitalisme libéral, que l'on vit depuis les années 80, avec le capitalisme que l'on a connu à l'après-guerre, entre 50 et 70, avec une forte intervention de l'État, avec un État stratège, avec la création de services publics, avec un libre-échange qui existait quand même, mais qui était très limité, avec le capitalisme libéral que l'on connaît aujourd'hui, qui consiste à tout déréguler, à attaquer la sphère publique, à privatiser et à retirer de plus en plus l'État social et même l'État en tant que stratège. Aujourd'hui, quelle est la vision stratégique de l'État ou même du gouvernement de quelqu'un comme Emmanuel Macron? C'est quoi? Il n'y a rien, il n'y a aucune politique industrielle. C'est juste baisser la fiscalité, déréglementer, c'est juste ça. Il a juste été mis au pouvoir pour faire ça. Donc vous voyez, dans le capitalisme, il y a la propriété privée. C'est clair, et ça depuis la nuit des temps, la propriété privée, elle appartient aux capitalistes et pas aux travailleurs. Et d'ailleurs, tout a été fait depuis longtemps pour que le travailleur ne devienne pas un jour capitaliste, salaire de subsistance à l'époque de Smith, etc. Et aujourd'hui encore, salaire minimum et ainsi de suite. Et donc, il y a cette propriété privée. Et puis de l'autre côté, il y a ce rapport de force qui était très clair, même chez les libéraux, entre le capitaliste et le travailleur. Et donc, à la base, tout système capitaliste se nourrit des inégalités. Et ils acceptent les inégalités. Après, quand on dit le capitalisme comme ça, ce que disait Marx, c'est un processus sans sujet. Donc il y a plein de gens qui peuvent dire je n'aime pas le capitalisme, comme Hollande disait je n'aime pas la finance, comme d'autres vont dire je n'aime pas la mondialisation. Après, il y a plusieurs formes de capitalisme, et puis derrière ce processus, vous avez un rapport de force très fort qui profite toujours aux détenteurs des capitaux que sont les capitalistes. Oui, alors en même temps, qui profite toujours, mais vous, quand même, vous avez tendance à militer plutôt pour un capitalisme à visage humain ou la sortie du capitalisme libéral. Tout à l'heure, vous parliez du capitalisme des années 50 à 70. C'est plutôt cette configuration-là du capitalisme qui semble avoir votre préférence, avec un État social, un État stratège, donc qui laisse imaginer que ce n'est pas toujours le capitalisme qui a l'avantage dans ce type de capitalisme. C'est un rapport de force. Alors, l'après-guerre, le Parti communiste était puissant, beaucoup d'intellectuels regardaient vers l'URSS, donc il a fallu faire un capitalisme plus sympathique que celui que l'on connaît aujourd'hui. Un capitalisme sympa. Non, plus sympathique, j'ai dit. Non, mais c'est vrai que dans l'idéal, quand on discute comme ça, moi, je rêverais d'un autre monde, enfin vraiment, réellement. Mais après, concrètement, et là, je rejoins ce qu'a dit Bernard Friot, quand moi je vais voir des ouvriers, et on va fermer leur raffinerie, le discours de l'anticapitalisme, ils ne le voient pas. Ils voient juste qu'ils ont un emploi, un outil de travail, qu'ils respectent quand même leur outil de travail, que leur outil de travail a une importance. Ils essayent de me le rappeler que la raffinerie, quand même, c'est important aujourd'hui, que ça produit de l'essence, qui est un bien important, qu'on n'est pas dans une société que de start-up. Quel discours je peux leur tenir à eux? Eux, je dois leur fournir des arguments pour prouver que voilà, il faut une politique industrielle en France, qu'il faut que le capitalisme actionnarial fait qu'aujourd'hui les grandes sociétés pétrolières préfèrent investir dans l'exploration-production plutôt que dans le raffinage. Enfin, j'essaie de leur donner un discours pour qu'ils puissent combattre le capitalisme libéral et pas le capitalisme global. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc pour moi, il y a deux niveaux de réflexion. Il y a le niveau de réflexion où on doit être en contre-attaque, et il y a le niveau de réflexion où on doit être dans un monde idéal. Et c'est deux choses différentes. Vous partagez ce point de vue, Bernard, en gros, l'anticapitalisme, il n'est pas opérationnel dans une situation de contre-attaque quand on doit aller parler à des ouvriers qui sont en train de se faire déposséder de leur outil de travail? Oui, si on est surtout dans une trajectoire de défensive, comme on l'est depuis une quarantaine d'années, faute d'avoir construit ou continuer à construire les institutions alternatives. Alors,
En France, le cadre capitaliste et sa contrainte s'imposent à travers les règles de l'Union européenne, qui s'imposent à nous en tant que membres de l'Union européenne. Et donc, outre la propriété privée des moyens de production, le libre-échange, la libre concurrence, il y a des règles en plus qui s'appliquent, notamment dans les critères de convergence, il y a le principe que le déficit public ne doit pas dépasser 3% du PIB, du produit intérieur brut. Il y a le fait que la dette publique ne doit pas excéder 60% du PIB. Il y a la règle d'or qui précise que l'équilibre budgétaire doit être garanti à moyen terme. Donc, outre les règles de libre-échange, libre concurrence, donc on rajoute cette exigence de ne pas dépasser certains degrés de déficit ou d'endettement. Alors, ces règles-là, ces règles qui sont celles de l'Union européenne, Thomas Porcher, quel regard vous portez sur ces règles? Est-ce qu'elles permettent de faire une politique de gauche? Non, complètement non. C'est des règles qui sont idiotes. Non, absolument pas, puisque elles nous permettent pas d'investir dans les services publics. Enfin, aujourd'hui, dans la vie de tous les jours, on voit très bien les limites aujourd'hui, ou les besoins plutôt en services publics. Vous avez un enfant, vous allez à la mairie, vous demandez une place en crèche, on vous dit il y aura pas de place pour tout le monde. Ça commence comme ça. Ouais. Vous voyez, vous allez à l'hôpital, vous avez des files d'attente aux urgences. Et ces gens-là demandent des choses simples. Ils demandent des moyens et du personnel. Donc c'est très très simple à entendre. Et qu'est-ce qu'on leur répond en face? Non, on ne peut pas parce qu'on doit réduire les déficits parce qu'on a une dette trop importante. Donc on voit bien que ces choses-là, alors déjà c'est un mensonge, parce que quand il s'agit de baisser la fiscalité sur les 1% les plus riches ou sur les grandes entreprises, là il n'y a plus de problème de déficit et de dette. Par contre, quand il faut investir dans la transition énergétique ou dans les services publics, là il y a des problèmes. Donc déjà, c'est un mensonge, et deuxièmement, on se rend bien compte que ces critères nous empêchent de mener des politiques économiques intelligentes. À la crise, quand il y a eu cette crise financière, les Américains ont été à un déficit qui touchait presque les 10%, parce qu'ils ont soutenu l'activité via leur déficit. Nous, on a commencé par faire ça, et puis après on a pratiqué l'austérité à partir de 2011, et le résultat est là. C'est que vous avez une grosse partie de l'Europe qui n'a toujours pas retrouvé son niveau de richesse d'avant-crise. Et même des régions françaises, les Hauts-de-France, le Grand Est, n'est toujours pas revenu à son niveau de richesse d'avant-crise. C'est-à-dire que ces endroits-là sont plus pauvres qu'avant la crise. Donc quelqu'un qui naît aujourd'hui en France, dans cette région-là, sera plus pauvre qu'il y a 10 ans. Donc on est quand même dans une situation dramatique. Et on vous invoque toujours qu'on ne peut pas le faire à cause de ces critères qui sont stupides. Donc oui, c'est des critères parfaitement stupides et qui, encore une fois, sont des critères du capitalisme libéral, mais qui nous empêchent même de faire de la relance, qui serait plutôt un capitalisme de type keynésien. Ouais. Bernard Friot, sur ces règles européennes qui s'imposent à nous, quel regard vous portez j'ai rien à rajouter. Rien à ajouter. Donc, c'est une certitude, pour pouvoir mener une politique de gauche, déjà, il faut faire péter ce cadre-là, il faut sortir des traités européens. Il n'y a pas moyen de mener une politique de gauche à l'intérieur de ce dispositif-là. C'est impossible. Il a été construit, mais dès l'accord de Paris de 1951, les travaux de Corinne Gobin ont très bien montré que... Alors évidemment, il y a eu en plus l'opération Delors. Oui, on peut préciser l'opération Delors. Delors a été un des hommes politiques les plus nuisibles, évidemment. Oui, on ne dira jamais assez à quel point ce sont les socialistes. Voilà, c'est le Parti socialiste en France qui a vraiment façonné l'Union européenne dans une vision incroyablement libérale. En France, ce sont les socialistes qui l'ont fait. C'est une énigme, une trahison qui n'en finit pas de... c'est une trahison depuis 1920, c'est quand même assez ancien. Pourquoi vous situez à 1920 la trahison? C'est les socialistes, c'est la minorité de la SFIO qui n'a pas voulu se transformer en parti communiste, que je sache. D'accord, ok. Donc l'origine du mal est là. Donc si on comprend bien, ça résonne avec la notion de plan A, plan B qui est mise en avant dans le programme de l'Avenir en commun. C'est que de toute façon, il faut sortir des traités européens pour faire une politique de gauche, soit une sortie concertée à plusieurs, plan A, soit une sortie unilatérale, un peu plus brutale, plan B. Apparemment, d'ailleurs, je crois, vous avez dit l'un et l'autre, tous les deux, avoir voté pour Mélenchon à la présidentielle. C'est le programme de l'Avenir en commun qui était le plus compatible avec vos exigences d'une politique de gauche. Alors, rentrons un petit peu dans d'autres aspects du cadre capitaliste et de ce qu'on peut faire à l'intérieur de ce cadre capitaliste. Je voudrais qu'on passe un temps ensemble sur la question du travail. La production, le travail, les moyens de production. On a parlé tout à l'heure un peu des moyens de la propriété privée des moyens de production. Je voudrais vous soumettre une citation de Frédéric Lordon, camarade souvent présent à Hors-Série. Frédéric Lordon, il a écrit en 2014 «
Comme Marx l'avait remarqué, le capitalisme, virgule, c'est-à-dire le salariat, virgule, est une prise d'otage de la vie même. Dans une économie monétaire à travail divisé, nulle autre possibilité de reproduire la vie matérielle que d'en passer par l'argent du salaire, c'est-à-dire l'obéissance à l'employeur. Attention, c'est une citation de 2014. Je pense qu'il n'écrirait plus les choses comme ça, maintenant qu'il s'est beaucoup rapproché des travaux de Bernard Friot. Bernard, est-ce que vous diriez que le salariat, c'est le capitalisme et que le salaire, c'est l'obéissance à l'employeur, vraiment? Ben non, hein, sauf à nier toute l'inventivité syndicale du XXe siècle. Hein, alors, Marx, comme tous les savants du XIXe siècle, utilise le mot salaire hein, pour définir la rémunération capitaliste comme prix de la force de travail. Mais au XIXe siècle, le salaire n'est pas du tout institué. Hein. C'est un terme qui d'ailleurs n'est pas utilisé en dehors de la langue savante. Et lorsque le salaire va s'instituer, après l'invention du contrat de travail, hein, dans le Code du travail de 1910, hein, je renvoie à l'excellent ouvrage de Claude Didry, hein, Oui. L'institution du travail. Ça a été pour la CGT hein, qui venait de se constituer. Et d'ailleurs, le Code du travail, c'est une conquête de la CGT aussi. Ça va être l'occasion pour la CGT d'instituer le salaire et sur un mode anticapitaliste. Ouais. Donc le salaire, ça peut être un outil anticapitaliste. C'est même pas conçu. Que ça peut. C'est conçu comme un outil anticapitaliste. Le salaire tel qu'il s'institue, je ne parle pas tel qu'il existe comme mot dans la langue. Ouais. Hein, mais tel qu'il s'institue à partir des conventions collectives de 1919, autour du terme de qualification, hein, et autour de l'invention de la qualification, c'est-à-dire de définir le salaire, non pas à partir des besoins dont la force de travail est porteuse pour faire telle activité, ce qui est la pratique capitaliste de la rémunération, qui aujourd'hui embauche des jeunes diplômés sur un contrat de mission, du salaire à la tâche, enfin, etc. Contre cela, la pratique syndicale, en permanence combattue par les employeurs, va imposer le salaire à la qualification, qui est la reconnaissance d'une contribution à la production de valeur économique, minorée du profit, évidemment. Ouais. Et mieux encore, la bagarre autour du statut de la fonction publique va inventer le salaire à la qualification personnelle, et pas simplement à la qualification du poste, comme dans la convention collective, qui fait que si on n'a pas de poste, ben on est à poil. Dans la qualification personnelle, telle qu'elle se construit avec le grade de la fonction publique, la distinction entre le grade et le poste, là on a une affirmation que la personne est titulaire du salaire et de la qualification. Et c'est une institution qui balaye le marché du travail. Or, le marché du travail est une institution décisive du capitalisme qui découle de la propriété patrimoniale lucrative et qu'il faut combattre et que le mouvement syndical a su combattre. Et donc, ce n'est pas en faisant fi des institutions du salaire qu'on va pouvoir sortir du capitalisme. Au contraire, il faut s'appuyer sur elles. Il y a le statut de la fonction publique, il y a le régime général de sécurité sociale, etc. Enfin, on pourrait y revenir. Hein. Donc, en aucun cas, en tout cas, oui, on ne peut définir le capitalisme par le salariat. Le salariat, c'est une institution, c'est une classe en train de se construire. De même que la bourgeoisie s'est progressivement construite entre le XIVe et le XVIIIe siècle pour imposer un autre mode de production que le mode de production féodal, le salariat, c'est une classe qui est en train de se construire pour imposer le communisme à la place du capitalisme. Oui, mais alors c'est vrai que quand vous évoquez dans le cadre de la fonction publique ou du salaire à vie lié aux retraités, ceux qui ont une pension décente, évidemment on voit bien que c'est détaché d'une subordination à l'employeur. Mais il y a quand même beaucoup de cas de figure dans lesquels le salaire passe par une subordination à l'employeur et donc une subordination au marché, aux réquisites du capital. Il y a quand même, dans l'expérience des gens, des salariés, notamment des salariés du secteur privé, ce
sentiment que c'est par le besoin du salaire qu'il se retrouve à devoir obéir à tout un système de valeurs qu'ils ne reconnaissent pas. D'où, j'imagine, le fait que vous proposiez, vous d'étendre le principe du salaire socialisé à l'ensemble de de faire du salaire un droit de la personne. Ouais, et que la qualification, qui est le fondement du salaire, c'est pas la certification, la qualification, c'est pas le diplôme, on est bien d'accord, c'est une mesure non pas du travail concret qu'on est en train de faire, de l'activité, mais de la contribution que l'on est en train d'apporter à la production de valeur économique. Bien, la qualification doit devenir un attribut personnel, c'est un droit politique qu'il faut créer à partir de 18 ans pour tous, mais ça suppose évidemment que le salaire ne soit plus versé par l'entreprise. On a pu faire des débuts de salaire liés à la personne que parce qu'il y a un trésor public qui permet de socialiser les salaires à un niveau beaucoup plus considérable que chaque administration. C'est pour cela d'ailleurs que nos adversaires veulent que les masses monétaires soient réparties à chaque administration, que les universités, leurs masses monétaires, etc. Leur masse monétaire se raconte leur masse salariale, pardon, que les masses salariales soient affectées à chaque administration et que progressivement on ne puisse plus faire de salaire à la qualification personnelle dans la fonction publique. Et de même, ça a été possible c'est toujours possible à propos des soignants ou des retraités, parce que vous avez les caisses d'assurance maladie ou des caisses vieillesse qui socialisent la valeur. C'est pas chaque employeur qui paye ses retraités, c'est pas chaque hôpital qui paye ses soignants. Bien sûr que l'attribution d'un salaire comme droit politique, qui politiquement est décisif, le cœur du capitalisme, des conséquences de l'appropriation de l'outil de travail par le capital, c'est que nous sommes en permanence niés comme producteurs. Nous sommes reconnus comme des êtres de besoin qui ont droit du pouvoir d'achat, mais nous sommes niés comme les producteurs de la valeur et ayant légitimité pour en être souverains. Et donc, autant la classe dirigeante accepte que nous soyons titulaires d'un diplôme, autant elle n'accepte pas du tout que nous soyons titulaires d'un salaire. Donc faire du salaire et de la qualification, donc c'est le support du salaire, faire de la qualification un attribut politique lié à la personne, avec le premier niveau de qualification à tous à 18 ans, c'est une mesure communiste, parce qu'anticapitaliste, ça ne me va pas, moi, c'est pas suffisant. On ne peut pas faire rêver sur de l'anti, il faut faire rêver sur quelque chose qui existe. Oui, mais donc, le mot communiste fait très peur. On pourra en parler. Non. Moi, pour le prononcer à chaque fois, dans tout un tas de publics très différents, le mot communiste ne fait pas si peur que ça. C'est l'autocensure des gens de mon âge qui fait qu'on ne l'utilise pas. D'accord. Je ne sais pas, donc Thomas Porcher, vous appartenez à une autre génération. Oui. Le mot communiste, c'est un mot dont vous ne vous servez pas du tout pour décrire vos propres aspirations. Alors, je vais revenir là-dessus, mais je voudrais rebondir sur ce qui a été dit, que j'ai trouvé extrêmement intéressant, et sur la phrase de Frédéric Lordon. Je vais être un peu plus superficiel que l'analyse qu'a fait Bernard, qui était très, très bien. C'est qu'aujourd'hui, quand vous parlez à tous ces jeunes qui sont indépendants, des chauffeurs Uber, etc., eux, ce qu'ils mettent en avant, c'est un peu ce que va dire indirectement Frédéric Lordon. Je ne veux pas lui prêter ces propos-là, parce qu'il va être fâché après. C'est qu'ils disent, moi, j'ai pas de patron. Donc, alors que c'est faux, ils ont un patron en réalité. Mais ils vous disent, moi, j'ai pas de patron. Je peux commencer à 8h, 9h. Je veux plus de patron. Alors, ils ont l'impression d'être libérés du salariat, alors que ce sont en réalité des esclaves. Ce sont des esclaves qui n'ont pas de congé payé, qui n'ont pas de congé maladie, qui cotisent pour une retraite, qui payent des impôts énormes, alors que la plateforme qui les embauche, puisqu'elle les embauche, cette plateforme ne paye pas d'impôts. Enfin, voilà où est-ce qu'on en est. Donc le salaire, le salariat, avec tout ce qui va avec, les cotisations sociales qui permettent d'avoir des congés, qui permettent d'avoir de l'assurance maladie, qui permettent d'avoir une retraite, enfin tout ça, c'est une avancée énorme en réalité. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui,
les Macron, le grand capital, il veut détruire ça, il veut transformer le salariat en finalement un salaire à la tâche, un peu comme les Uber ou quelque chose comme ça. Parce qu'ils savent très bien que tout ça, c'est un carcan finalement qui protège, qui est une avancée sociale plus qu'une régression sociale. Ouais. Donc la domination, après, on peut l'avoir, mais on l'a également, vous avez dit dans le secteur privé, mais dans le secteur public aussi. Moi, j'ai été pendant 5 ans un précaire de l'université. Il y a 50 000 précaires à l'université. J'étais payé tous les 6 mois en donnant des TD à tous les... Enfin, vous voyez, donc tout le monde un petit peu, enfin, je ne dis pas que l'université est mauvaise, mais il y a un problème de dotation, etc. Mais les contrats précaires, ils existent aussi dans le secteur public. Donc, il n'y a pas une opposition entre privé et public là-dessus. Et quand vous avez un salaire, y compris dans la fonction publique, vous prenez un catégorie C, il va vous dire qu'il a des problèmes de hiérarchie avec le catégorie B ou le catégorie A, qu'on lui demande de faire des choses qui ne lui conviennent pas, qu'il pourrait faire autre chose, et ainsi de suite. Donc, le salariat, y compris dans le public, il crée ces problèmes de hiérarchie. Mais malgré tout, quand on regarde sur l'ensemble, c'est une avancée par rapport à la paye à la tâche ou à l'ubérisation de l'économie. Maintenant, sur le mot communiste. Ouais. Alors moi, j'ai pas de problème, pas du tout. J'ai grandi dans une ville communiste, mes parents étaient plutôt communistes. Oui, on peut dire communiste, oui. Pareil, ma femme vient d'une famille communiste. Enfin bon, donc c'est mon univers. Mais maintenant, je pense, et je le dis ici, c'est que il faut quand même moderniser. J'ai l'impression aujourd'hui le vocabulaire. C'est-à-dire quand on parle... non, mais c'est vrai, la lutte des classes, elle existe, concrètement, elle est là. Mais quand vous en parlez comme ça, tout de suite, ça hérisse les gens. Enfin, moi, les gens commencent à se stresser, j'ai l'impression. Et quand vous parlez à des jeunes et que vous dites lutte des classes, alors... Maintenant, ça revient à la mode, parce que tout le monde le dit. Hein. Macron va nous sortir la lutte des classes à un moment. Non, mais c'est vrai, parce qu'on peut mettre révolution, Mathieu Pigasse, révolution, Macron, révolution, c'est le titre de leur bouquin. Donc, c'est des mots qui sont beaucoup utilisés. Mais c'est vrai que pendant un certain temps, moi, j'avais l'impression que quand on utilisait un vocabulaire que Besancenot maniait très bien, moi, je trouvais que je voyais dans mes cours un peu type marxiste, on avait l'impression que c'était un ancien monde, quoi. J'avais cette impression-là. Bien que c'était d'actualité pour moi. Et donc, il fallait moderniser un petit peu ce vocabulaire. Mais c'est juste de la forme, hein, c'est pas du fond. D'accord, voilà. D'accord. OK, non, mais parce que c'est un mot que vous avez cité, notamment sur le plateau d'arrêt sur image, où je vous ai découvert mieux, disons. Vous disiez sur le plateau d'arrêt sur image, quand on lit le programme de Mélenchon de la France insoumise, il n'est pas contre le capitalisme. Il propose une fiscalité progressive pour les entreprises, plus légère pour les PME, TPE, plus lourde pour les grandes entreprises. Il n'a jamais dit qu'il allait nationaliser toutes les grandes entreprises. C'est un programme keynésien, c'est pas un programme communiste. Jamais il a dit ça. Et donc, il s'agissait, je sentais qu'il y avait de votre part une précaution pour dire attention, c'est pas communiste, comme si ce serait très inquiétant que ce soit communiste. Et puis aussi, et ça il faut y revenir, comme si le programme communiste, c'était nationaliser toutes les entreprises. Et ça aussi, est-ce que le communisme, ça se caractérise par ça? Moi, je vais vous dire mon avis, mais j'aimerais beaucoup entendre l'avis de Bernard Friot là-dessus. Moi, quand on parle de communisme, je pense à les moyens de production qui sont nationalisés. D'accord. Pour vous, c'est ça la définition. Effectivement. Après, le programme après, je l'ai peut-être lu avec le biais keynésien, mais quand je lis l'Avenir en commun, programme de transition énergétique planifié, relance économique, progressivité de l'impôt, pour moi, c'était plus un taux de croissance à 1,5-2%, me semble-t-il. Hein. Et donc, pour moi, on est plus dans un programme capitaliste, mais capitaliste type keynésien. D'accord. Alors, Bernard, est-ce que vous souscrivez à cette formulation, comme quoi le communisme, ça consiste en la nationalisation, étatisation, parce que du coup, c'est étatisation, des moyens de production? Alors, il faut d'abord distinguer étatisation et nationalisation. Ça a été un des enjeux, par exemple, de la nationalisation d'EDF-GDF, quand un ministre communiste, Marcel Paul, l'opère en 1946. C'est contre une tendance tout à fait propre au capitalisme d'étatiser. Hein. Le capitalisme, il étatise. C'est ce qu'il va faire, par exemple, pour le régime général. Le régime général est créé par Croizat, géré par les travailleurs eux-mêmes. Ce sont les travailleurs qui gèrent le régime général, avec 3/4 de salariés dans les conseils d'administration, des conseils d'administration qui ont toute l'autre quart, donc c'est le patronat. C'est 3/4 employés, un quart employeurs qui sont élus à partir de 1947 dans des élections sociales qui sont de grands événements politiques et qui ont compétence générale. Les directions ont une compétence limitée seulement et les directions sont élues par les conseils d'administration. Donc on a une forme de démocratie intéressante, certes
par représentation, certes pas suffisamment soutenu par les organisations, si bien que ces élus vont être un peu des techniciens spécialisés, et pas être portés par tout un moment politique de soutien de cette démocratie économique, qui permettra à De Gaulle ensuite d'en finir en 67. Mais précisément pour étatiser. Et c'est Juppé qui achèvera le morceau avec en particulier les agences régionales d'hospitalisation et devenues ARS ensuite, qui sont des monstres bureaucratiques qui se substituent complètement à toute démocratie. Donc, pour le communiste que vous êtes, l'étatisation, là, est une capture... c'est une capture capitaliste d'une institution communiste, oui, bien sûr. D'accord. Alors, comment appeler mais le capital a un besoin absolu de l'État, enfin... Parce que... non, mais c'est intéressant parce que souvent, dans la tête des gens, le communisme, c'est le tout-État. Alors que justement, vous, qui vous réclamez du communisme, vous méfiez énormément de l'État et c'est un autre modèle auquel vous aspirez. Non, je ne me méfie pas de l'État parce que je ne suis pas irresponsable. Non, je ne me méfie pas de l'État. J'insiste sur ce point parce que Thomas fait allusion à ses années de travail avec Christophe Rameau. Je discute encore avec Christophe récemment. Il me considère un peu trop anarchiste, à juste titre, parce qu'il y a une forme d'irresponsabilité à taper sur l'État quand on sait comment il est vecteur à travers les services publics, à travers le soutien légal aux institutions du salariat, il est vecteur de progrès. Donc il ne faut pas trop taper sur l'État, mais en même temps, c'est l'État du capital. Encore une fois, on ne peut pas imaginer en aucune façon un groupe capitaliste qui n'existerait pas par le marché public. Enfin, les marchés publics sont la vache à lait du capital. C'est donc pourquoi le communisme comme mouvement réel de sortie du capitalisme dans la lutte de classe. C'est pas un idéal, c'est pas un projet, c'est rien de tout ça. C'est quelque chose qui s'observe. Oui, c'est une pratique. Tous les pays capitalistes sont engagés dans une démarche communiste avec des hauts et des bas. Enfin, même que tous les pays qui étaient féodaux ont été engagés dans une démarche capitaliste avec des hauts et des bas, des moments de réaction nobiliaire où la bourgeoisie a été évincée des responsabilités publiques, enfin, etc., etc. Donc là, et on est parti pour quelques siècles. C'est pas des affaires qui se jouent en 5 minutes, tout ça. Et sûrement pas par la prise du Palais d'Hiver, et pas en commençant par prendre le pouvoir d'État, sûrement pas. Ah bon? Non. Encore un autre truc. On garde ça pour après. Étatisation versus nationalisation, il faut affiner encore. Parce on comprend que étatisation est un problème. Donc Marcel Paul, lui, il va essayer de nationaliser et non pas d'étatiser l'énergie. C'est-à-dire de faire un statut de l'énergéticien et gazier, enfin du gazier électricien, pardon, qui donne des pouvoirs économiques au personnel. Qui fait que ce n'est pas une bureaucratie d'État qui va se substituer aux travailleurs eux-mêmes pour décider de ce qu'il en est de l'énergie, de la production d'énergie. D'accord. Et la tentative qu'il fait va être battue en brèche dès son départ. Robert Lacoste, qui était ministre socialiste de la production industrielle avant Marcel Paul, et qui avait comme une seule obsession ne pas nationaliser, étatiser, mais sûrement pas nationaliser, c'est-à-dire ne pas donner de pouvoir aux travailleurs, revient au ministère dès que Léon Blum élimine les communistes du gouvernement en décembre 1946. Il revient au ministère qu'il avait dû céder pendant 1 an à Marcel Paul et étatise à nouveau. Donc EDF-GDF a été une étatisation avec les limites d'une étatisation. C'est-à-dire qu'on a construit un outil de production magnifique, mais sans aucune invitation à une quelconque démocratie dans la définition de ce qu'on fait, pourquoi, comment. D'accord. Donc il importe à chaque fois de mettre en place les outils en fait, d'une démocratie d'entreprise. En fait, la nationalisation, ça n'est intéressant que si les travailleurs, en effet, ont une responsabilité, une marge de manœuvre dans la gestion de l'outil de production. S'ils sont les seuls gestionnaires de l'outil de production, d'une part,
Ça, c'est au niveau microéconomique, mais si également ils interviennent dans les institutions de mise en cohérence de toutes les entreprises, pour l'investissement, pour les jurys de qualification, enfin, etc. Il y a toute une série d'institutions de coordination de l'activité économique dans lesquelles les travailleurs aussi doivent être présents. Mais en tant que citoyens, là, pas en tant que travailleurs. C'est-à-dire que de même qu'on ne confie pas l'armée aux militaires, il ne faut pas confier le nucléaire aux salariés du nucléaire. Voilà. Et donc, en même temps, il s'agit qu'ils soient propriétaires d'usage de l'outil en tant que travailleurs, mais qu'en tant que citoyens, ils puissent participer à l'élaboration de politiques qui vont dire attendez, là, on va dans le mur, on veut pas. C'est extrêmement important qu'il y ait cette double dimension dans le communisme, hein, des institutions de la valeur économique qui sont démocratiques, et puis d'institutions politiques. Et c'est pour ça que l'État est absolument décisif. Hein. De ce point de vue-là, des institutions politiques, mais à condition que ce soit un État qui soit désétatisé dans un certain sens, c'est-à-dire dans lequel les fonctionnaires aient le pouvoir et non pas soient là à exécuter des ordres avec lesquels ils sont en désaccord, enfin, etc. Oui, Thomas Porcher, vous avez tendance dans le traité d'économie hérétique à vous en remettre justement à plutôt des nationalisations ou des services publics forts. Donc vous, c'est des distinctions que vous reprenez en tout cas vous ne les formulez pas dans votre bouquin, par exemple étatisation, nationalisation. Comment vous réagissez à... Alors j'avais jamais été aussi loin dans l'analyse, mais là, encore une fois, je la trouve très fine, mais je n'avais pas été aussi loin. Ouais. Moi, ce que je disais en fait, c'est que je partais d'un constat qu'aujourd'hui, on pense que l'innovation se fait dans le privé. On pense qu'aujourd'hui, le secteur privé est plus efficace que le secteur public. On pense aujourd'hui qu'une entreprise est mieux gérée si elle est gérée par les actionnaires que si elle est gérée par l'État, finalement, ou par une instance publique. Et moi, je partais de ce constat en disant que c'était faux, que les grandes innovations de rupture majeures aujourd'hui, et la première, c'est Internet, proviennent d'une vision de l'État. Et en amont de la chaîne de production, c'est des financements publics, c'est une vision de l'État, une vision de long terme. La transition énergétique, aujourd'hui, aucune société privée ne peut la faire parce que c'est une vision de long terme qui va à l'encontre de la vision actionnariale qui est de court terme, en réalité. Et donc, il faut avoir une trajectoire, une stratégie. Et cette stratégie, il n'y a que l'État qui peut avoir cette vision de long terme. Et donc, si on veut aujourd'hui, par exemple, la transition énergétique, qui est un grand défi aujourd'hui face au réchauffement climatique, il faut qu'il y ait plus d'État. Il faut que les sociétés, les entreprises de l'énergie soient des entreprises publiques. Ce qui a été fait en France, quand vous regardez le bilan énergétique français, vous avez une grosse partie qui est du nucléaire. Ce nucléaire, l'Italie n'a pas de nucléaire. Elle a refusé d'y aller. Partout dans le monde, on a 6% dans les bilans énergétiques de nucléaire. Nous, on est à un niveau très élevé. On est qu'à 40-50% dans le bilan énergétique global. C'est énorme. C'est énorme. Et pourquoi on a eu ça ? Parce qu'il y a eu une vision à un moment, le général de Gaulle, qui a une vision stratégique, qui s'est dit voilà, il faut qu'on casse cette dépendance à la volatilité des prix des matières propres, du pétrole et du gaz. Et il faut qu'on ait notre indépendance énergétique. On y a été plein pot. Et là, on a créé une société. Et puis voilà, État stratège. On a construit en une dizaine d'années une cinquantaine de réacteurs. C'est hallucinant. Ça a été très vite. Aujourd'hui, il faudrait avoir ce même type de fonctionnement, mais l'orienter sur la production de renouvelables, sur la rénovation des bâtiments, etc. Ça irait beaucoup plus vite que ce que l'on fait aujourd'hui, de créer des incitations. Vous refaites vos fenêtres, vous payez 10 000 € en moyenne, c'est 10 000 € en mois. Alors vous savez tout de suite qui est-ce qui refait ses fenêtres, 10 000 € en moyenne, puis après, 1 an après, vous avez un crédit d'impôt. C'est idiot. Qui peut sortir 10 000 € pour refaire Vous voyez, donc là, le secteur privé ne veut pas y aller, ça coûte très cher, donc il faudrait que l'État s'en charge. Oui, et en même temps, l'État, là, pardon de citer encore Lordon, mais c'est vrai que je réfléchis pas mal avec ses publications. Dans son bouquin La crise de trop, il nous mettait en garde quand même sur la logique quand l'État s'empare de certains outils productifs, ici en l'occurrence sur la banque. Lordon écrit « Le cas du Crédit Lyonnais a suffisamment montré les limites de la tutelle publique à l'époque néolibérale. » C'est ça, c'est à l'époque néolibérale. Hein. Oui, mais on y est. Il est vrai que depuis ce moment inaugural de 1984 où Laurent Fabius, Premier ministre, assigna aux entreprises publiques pour unique objectif de faire du profit, citation, Fabius a vraiment dit ça, la tutelle en question a perdu jusqu'au sens de sa vocation spécifique et n'a plus été capable de concevoir ni de commander quoi que ce soit qui diffère significativement des objectifs du privé, de fait reconnu comme seul légitime. Comment faire en contexte néolibéral, en contexte mondialement capitaliste, pour que l'État n'épouse pas les vues du capital et parvienne à produire une pensée, une vision économique non capitaliste. C'est toute la question. Si vous voulez un bon État stratège, il faut déjà avoir un stratège à la tête de l'État.
ce qui est pas gagné. Ça, c'est la première des choses. Si vous avez un État aujourd'hui qui est un État... EDF appartient à l'État, hein, majoritairement à 80%, plus de 80%. Qu'est-ce qu'a fait l'État pour EDF? Rien. C'est un État pantouflard aujourd'hui qui récupère ses dividendes, qui n'intervient plus. C'est le patron d'EDF qui dit qu'il ne va pas appliquer la loi de transition énergétique quand il ne veut pas l'appliquer. Enfin, on en est là, quoi. Donc là, effectivement, ça ne sert à rien de dire on est public si on ne fait rien. Si on est public, c'est pour reprendre les rênes et faire quelque chose. Donc si on dit cette banque est publique mais qu'on la laisse fonctionner comme une banque privée, ça ne sert à rien, ça c'est sûr. Donc Lordon là-dessus a entièrement raison. Oui, d'accord. Mais donc, ce sont des cadres qu'il nous faut, des cadres avec une pensée non capitaliste, quoi. Bernard. Là où j'introduirais une nuance par rapport à ce que vient de dire Thomas, c'est que quand j'insiste, moi, sur la nécessité de l'État, c'est à côté du fait que ce sont les travailleurs d'EDF qui décident de ce qui se passe à EDF. C'est pas, c'est pour éviter, encore une fois, que pris dans le plaisir technologique de ce qu'ils font, dans le bonheur dans une grosse boîte qui fonctionne bien, etc., ils foncent tête baissée dans des productions qu'une assemblée politique, disons, c'est là que l'État est nécessaire, mais des mêmes travailleurs, encore une fois, nous sommes à la fois travailleurs et citoyens, que c'est des décisions que dans une assemblée politique, on récusera. Et donc, on a besoin de l'État pour corriger éventuellement certaines décisions. Mais l'État qui se substituerait aux travailleurs concernés, là, moi, je suis très, très réticent. Parce que pour moi, le cœur du réacteur, c'est la responsabilité économique des travailleurs. C'est ça. Je suis peut-être de moins en moins économiste, je dois dire. J'ai été 30 ans économiste, mais c'est vrai que les économistes, ils pensent quand même à partir les économistes de gauche, disons, ils pensent à partir de l'État. Je pense qu'il faut rendre hommage à cette dimension-là de la vie d'une nation, bien sûr. Mais de plus en plus, moi, je pense quand même, non pas à partir de l'entreprise, là, laissons ça, mais à partir des travailleurs comme souverains, comme propriétaires d'usage de l'entreprise. Et dans Vaincre Macron, vous montriez que la CGT et les caisses de sécu ne voulaient surtout pas que l'État mette son nez dans la gestion des caisses de sécu, parce que c'était évidemment le début de cette étatisation où ils allaient perdre justement la responsabilité dans la décision de la valeur. Le mot central du communisme, c'est responsabilité économique. Alors, autre chapitre important sur le plan économique, pardon Bernard de vous ramener à votre condition d'économiste et de vous obliger à penser encore en économiste alors que vous semblez cheminer vers d'autres appartenances. La question du marché, marchandise, monnaie, est-ce que ça, le marché, la marchandise, la monnaie, ce sont des formes qui sont intrinsèquement liées au capitalisme? Tout à l'heure, Bernard, vous avez laissé entendre que non, pas du tout. Le marché, la marchandise et la monnaie ne sont pas des formes du capitalisme. Et moi, je vous pose la question parce que, Thomas, toujours dans cette émission d'Arrêt sur Image où je vous ai découvert, vous argumentiez en disant mais bien sûr, je suis pour le capitalisme. C'était le moment où Daniel Schneiderman en tombait de sa chaise, disait-il. Il dit bien sûr, je suis pour le capitalisme. Même quand j'achète à un producteur bio local, je suis heureux de lui acheter. Donc là, je suis capitaliste. Il fait une plus-value. L'échange, c'est de la monnaie. C'est une forme de capitalisme. Et vous disiez plus tard, je serais le plus grand des hypocrites d'être contre le capitalisme puisque j'ai un téléphone portable, je vis dans une société capitaliste, j'achète des vêtements, je consomme. Donc, en gros, vous mettiez dans le même sac, s'il y a de la marchandise, s'il y a de la monnaie, s'il y a de l'échange, alors c'est du capitalisme. Alors, pour nos abonnés qui ne sont pas des grands économistes, est-ce que forcément, marchandise, marché, monnaie, ça veut dire capitalisme? Sur le marché, je rejoins ce qu'a dit Bernard Friot au début. Enfin, le marché, si c'était un marché, une concurrence qui se faisait sur un même niveau, mais vraiment, les grands groupes, ils ne veulent pas de ça. Ceux qui disent qu'ils aiment le marché sont souvent ceux qui sont en position de force. C'est vrai. Dès qu'il y a une concurrence, ils font tout justement pour éviter la concurrence. C'est les premiers à aller justement pour le coup voir l'État et demander qu'il y ait des quotas, des choses, pour éviter cette concurrence-là. Donc souvent on dit oui, il faut laisser faire le marché. En Europe, il y a beaucoup de gens qui disent il faut laisser faire le marché, c'est très bien, mais c'est souvent ceux qui sont en position de force qui disent ça, parce qu'ils n'ont pas intérêt à ce que justement il y ait plus de concurrence. Donc là-dessus, le marché c'est souvent un argument pour maintenir la position de force de certains.
Ça, c'est la première des choses. En fait, c'est pas un vrai capitalisme qu'ils font. En fait, vous voulez le vrai capitalisme, Non, celui non, où il y aurait non, vraiment non, du marché. Non, j'ai pas dit ça. J'ai dit, la première chose, encore une fois, il y a plusieurs niveaux de réflexion, mais la première chose pour moi, c'est de m'opposer au capitalisme libéral, celui des années 80, Thatcher, Reagan. Voilà, moi maintenant, quand je fais des achats, je suis un consommateur comme la majorité des gens. Quand je fais des achats, j'essaie de les cibler. Alors c'est très fatigant pour un consommateur. Je préférais que ce soit l'État qui fasse ça. Je préférais que l'État interdise un certain nombre de choses, comme ça, ce serait réglé. J'irai au supermarché, j'achèterais des bonnes choses. Non, mais c'est vrai. Voilà. Sauf que là, c'est moi qui dois faire ces efforts-là maintenant. Alors j'essaie quand j'achète des vêtements, ces vêtements-là, j'ai pas envie de faire de pub, mais je vais chez deux jeunes qui ont créé leur marque, qui respectent, qui sont sur une usine au Portugal, qui mettent en avant, qui est une usine familiale, qui est pas une usine qui utilise des travailleurs précaires. Enfin, voilà, ils mettent ça en avant. C'est très bien, ou du Made in France, mais à partir du moment où il y a une espèce de traçabilité, parce qu'on peut mettre un peu n'importe quoi maintenant dans le Made in France, mais j'essaie de faire attention. Voilà. Et là, je donne mon argent avec plaisir à cette personne qui va faire une marge, qui va faire une marge et qui sera contente de le faire. Voilà. Et là, il n'y a pas de souci. Maintenant, sur le long terme, quand on regarde toutes les courbes de croissance, les courbes de production de marchandises, on se rend bien compte que ça ne peut pas durer à long terme, puisque vous avez aujourd'hui la première opposition, enfin, vous avez l'opposition, vous avez beaucoup de gens qui souffrent dans le monde, etc. Vous avez une opposition qui est le réchauffement climatique. Donc là, on n'y arrivera pas. Quand on regarde la corrélation entre la courbe de croissance et la corrélation des émissions de CO2, les émissions de CO2 doivent faire un plongeon, et la croissance, si elle continue, je ne vois pas comment on pourra faire aujourd'hui. Donc il va falloir qu'on remette en cause la production de marchandises, donc il faut qu'on l'accumulation. On assume ça. On va devoir se poser la question réellement, sincèrement. Soit le réchauffement climatique, c'est quelque chose de sérieux et on se la pose, soit c'est pas important et on fait semblant de se la poser et on est dans le déni, comme le fait aujourd'hui Emmanuel Macron et la plupart des pays de l'Europe qui n'ont pas respecté l'accord de la COP21, qui est quand même pas un accord spectaculaire. Donc voilà. Donc là, il y a une vraie question là-dessus. Mais sur le court terme comme ça, en tant que consommateur, moi, ça me dérange pas de participer donc à un système capitaliste entre guillemets, à partir du moment où il est bien, quoi. Il est pas libéral, il est convenable, il est acceptable. Voilà. Ouais. Alors moi je l'appelle pas capitaliste ce modèle-là, mais moi non plus. C'est-à-dire que un bien à prix n'est pas une marchandise capitaliste. Il y a des marchandises qui ne sont pas capitalistes. Et moi je souhaite que les biens restent à prix. Il faut augmenter la gratuité. D'abord la restituer en matière d'éducation et de santé, mais l'augmenter aussi au transport de proximité, aux premières consommations d'eau, d'énergie. Enfin, il y a toute une série de gratuités à restituer, à restaurer ou à créer. Mais pour le reste, je crois aux vertus de la monnaie qui objective les rapports sociaux, qui les sort de l'interpersonnalité permanente. Je crois au fait que le marché est un allocateur utile de la richesse. J'ai pas envie d'être contingenté dans mes consommations. À partir du moment où ce qui se présente sur le marché, ce n'est pas une marchandise capitaliste, c'est-à-dire une marchandise, certes, elle est à prix, mais dont l'objectif n'est pas d'abord d'être une valeur d'usage, mais l'objectif est qu'elle mette en valeur du capital. Ouais. Qu'elle génère du profit pour l'investisseur premier. Absolument. Et ce qui pervertit absolument toutes les productions dont l'enjeu, ça n'est pas la valeur d'usage, c'est la rentabilité du capital. À partir du moment où on a sorti, parce qu'on a remplacé la propriété lucrative patrimoniale par une propriété patrimoniale non lucrative, parce qu'on est en propriété d'usage, parce qu'on a supprimé le crédit, il y a peut-être une occasion de le débat crédit et la dette, on va en parler. Pour le remplacer par la subvention, enfin, etc., etc. À partir de ce moment-là, les marchandises sont d'abord définies à partir de leur valeur d'usage. Et moi, je n'ai aucune objection au marché, mais vraiment aucune. Et quelqu'un qui vend
un bien à prix, c'est pas un capitaliste. On est capitaliste si, à partir de la propriété patrimoniale lucrative, on exploite le travail d'autrui. Mais les types d'industriels dont tu me parlais tout à l'heure, ou autres, ou un paysan d'une AMAP, je ne sais pas, il n'exploite pas le travail d'autrui. Il a un bien à prix, mais il n'est pas capitaliste. Hein. Il faut bien distinguer les deux choses. Bien sûr. Et donc, sur maintenant la question de la décroissance, il ne faut pas confondre richesse et valeur. Hein. La richesse, c'est les biens et services en tant que valeur d'usage. La valeur économique, c'est ce dont on vient de parler, autour du PIB, etc. On peut produire beaucoup moins de richesses qui génèrent plus de valeur. Parce que, en termes de travail vivant, qui était la source de la valeur, ces richesses vont en inclure beaucoup plus. La façon capitaliste de produire, c'est d'éliminer le travail vivant. Et donc, de multiplier le travail mort avec tous les... C'est quoi le travail l'outil. mort, ouais. Ben, c'est tout l'outil. Hein. C'est le travail passé coagulé dans des machines. Hein. Ah oui, d'accord. Ah oui, ça, c'est du travail mort. Mais quand Marx dit le mort s'empare du vif, ça veut dire qu'on a un mode de croissance dans lequel le travail vivant se réduit au bénéfice du travail mort. Et ça, l'empreinte écologique de l'affaire est énorme. Et ça suppose une multiplication des marchandises. Comme le taux de profit diminue, puisque le travail vivant diminue, il faut multiplier la marchandise pour qu'au moins en masse, la plus-value soit suffisante. Et donc, il y a une folie productiviste du capitalisme qui est liée au fonctionnement même du capitalisme. À partir du moment où on va marcher sur les pieds et non plus sur la tête, parce que ce sont les travailleurs qui seront les propriétaires d'usage de l'outil, bon, on va faire des pommes. Et une pomme, ça a la valeur nutritive de 30 pseudo-pommes achetées. Donc, au lieu de produire 30 pommes, on va en produire une. Ouais. Hein. Donc, on va effectivement décroître en termes de quantité de marchandises, mais on aura cru en valeur parce que pour faire une pomme, il faut plus de travail que pour en faire 30 fausses. Ouais, d'accord. Ok. Et donc, il n'y a pas de... il peut y avoir croissance en valeur économique avec une réduction du nombre de marchandises produites. Mais alors là, le modèle que tu dessines, ça donne l'impression d'une incroyable sobriété, frugalité, parce que du coup, on a l'impression, avant, on bouffait 30 pommes, pas très bonnes, mais là, maintenant, on n'en aura plus qu'une. Est-ce qu'il y a, dans une société en salaire socialisé, telle que celle à laquelle on aspire, est-ce qu'il y a une réduction de notre confort de vie sur ce genre de biens essentiels, la nourriture, le logement, le vêtement? Est-ce qu'on doit être obligé d'en rabattre considérablement sur ce qu'on a pris comme habitude de consommation? Enfin, sûrement pas. Enfin, manger des pommes, c'est quand même pas mal. Des vraies pommes, ouais. Ne pas se faire C'était prendre... sur la question de la quantité, c'est qu'on a l'impression que tout à coup, on a vachement moins de choses à bouffer, quoi. Tu vois, en quantité. Écoute, on produit... Je parle derrière des experts, moi je ne suis pas du tout un expert de la chose, mais on produit de quoi nourrir 12 milliards de personnes. Et il y a pourtant 1 milliard de personnes qui ont faim, alors qu'on n'est que 8 milliards. Ouais, 7 milliards, Donc, il vaut mieux moins de pommes. Bien sûr. Hein, mieux réparti. C'est pas seulement mieux réparti, c'est mieux produite. Hein, c'est toute la question de la production. Sur le plan nutritif. Toute la question de la production. Je sais pas, il n'y en a pas besoin d'information en continu. Vraiment, l'information en continu, ça ne sert à rien. C'est un piège absolu. On n'a pas besoin d'objets obsolescence programmée. On n'a pas besoin. Enfin, il y a des tas de choses dont on n'a absolument pas besoin. Enfin, on n'a pas besoin de flics à 100 000 € par jour pour faire la chasse aux migrants dans la vallée de la Roya. Enfin, on a une dépense invraisemblable de choses dangereuses, inutiles, antidémocratiques. Et bien sûr qu'il s'agit de s'en débarrasser. Mais ça n'est pas une espèce de... pas pour instaurer la frugalité.
D'accord. Non, il fallait le préciser tout à l'heure. Vous voulez rebondir? Non, alors, je suis d'accord. Je reviens du coup sur crédit-dette, puisque tu as ouvert cette... pardon, on est passé au tutoiement en cours de route, du coup je m'y tiens. Tu as ouvert tout à l'heure la question crédit-dette, on en reparlera peut-être. Alors effectivement, la question de l'accès à la monnaie via le crédit et donc l'endettement. Quand vous évoquez l'économie ou le modèle économique auquel on pourrait aspirer, vous souhaitez un État qui investit massivement dans certains secteurs, qui devraient être des secteurs publics forts. Bon, mais un État stratège, c'est donc un État qui doit financer de grosses opérations industrielles. Comment vous représentez-vous son financement? Est-ce que l'État, par exemple, va aller contracter de la dette sur les marchés de capitaux? Est-ce que ça, c'est un modèle économique vertueux? Déjà, il pourrait le faire, là. Les taux d'intérêt sont très faibles. Enfin, normalement, quand les taux d'intérêt, ce qu'on apprend dans les premières années d'économie, les taux d'intérêt sont faibles, il faut investir. Là, on dit que les taux d'intérêt sont faibles, il ne faut pas investir parce qu'ils vont peut-être augmenter. Oui. Puis quand ils seront hauts, on dira non, on ne peut pas investir, donc on ne peut jamais investir. Donc voilà, c'est ça la règle, on l'a bien comprise. Donc, bon, déjà, là, on pourrait le faire. Il faudrait renégocier les traités ou désobéir, je ne sais pas, mais on pourrait le faire. En tous les cas, les taux d'intérêt nous le permettent. Ça, c'est la première des choses. Deuxièmement, il est vrai qu'aujourd'hui, il faudrait sortir de ce système où c'est les marchés financiers qui nous regardent et qui peuvent augmenter les taux d'intérêt. Enfin, là, il y a un véritable problème. Ouais. Il faudrait sortir de ce système-là, ça c'est sûr. Par exemple, comment on pourrait imaginer un autre système de financement de la puissance publique alors, les Japonais ont une dette... Enfin, déjà, alors, sur la dette, avant d'aller sur ce système-là, vraiment, il ne faut pas dramatiser parce que la dette a augmenté partout. C'est un truc de pays riche, la dette. La Bulgarie a une dette beaucoup plus faible que nous. Est-ce qu'elle va mieux? Je ne suis pas sûr. Vous voyez, tous les pays riches ont leur dette qui augmente. Les Royaume-Uni a une dette qui a augmenté plus vite que celle de la France. Les États-Unis a une dette qui a augmenté plus vite les 10 dernières années que la France. Le Japon a plus de 200% de dette. Donc, tous les pays riches ont des dettes. On n'est pas le seul pays à avoir une dette élevée. Hein. Ça, c'est des bêtises. Les gens qui pensent ça qu'on est le... Non, c'est des bêtises. Ça, c'est la première des choses. Deuxièmement, les Japonais ont plus de 200% de dette. Et ça ne pose pas de problème sur les marchés financiers. Pourquoi? Parce qu'ils détiennent eux-mêmes leurs dettes. Donc là, peut-être, ce serait une voie à suivre. Peut-être plus, qui serait beaucoup mieux que celle de confier notre dette. C'est-à-dire que ce soit les épargnants nationaux Exactement. Qui financent voilà, plutôt que l'État. Voilà, ça c'est la la dernière des choses, c'est donc voilà, et puis enfin ce que je dirais, c'est que sur la dette que nous avons aujourd'hui, on a déjà eu une dette plus élevée à l'après-guerre. Il y a des travaux de Piketty qui disaient qu'on avait une dette à 200% à l'après-guerre, qu'on a réussi à réduire drastiquement, si on voulait vraiment la réduire, à peu près 50%, me semble-t-il, en moins de 10 ans. Mais comment on a fait? On a taxé les hauts patrimoines, la première des choses. Alors là, on fait l'inverse. On a laissé un peu d'inflation, un peu plus. Là, l'inflation, elle est plutôt faible. On pourrait aller un peu plus loin, moi, je pense. Et on a renégocié notre dette avec nos créanciers. Et là, vous voyez, ces trois choses, il est hors de question de les faire. Donc, si on voulait vraiment réduire la dette, aujourd'hui, si on voulait vraiment la réduire, on ferait comme on a fait à l'époque. Mais la réalité, c'est que la dette, personne ne veut la réduire. Et que toutes les réformes libérales qui ont été mises en place, soi-disant pour réduire la dette, elles ont souvent augmenté la dette. Et ça n'a jamais été un problème. On vous a dit non, il faut aller encore plus loin. Mais, donc la dette, c'est vraiment un épouvantail qu'on agite pour mettre en place des réformes libérales. Donc on pourrait investir clairement, même en restant dans le système dans lequel on est aujourd'hui, sans aucun problème. D'accord. Sur cette idée de pourquoi pas s'endetter plus, ce ne serait pas un problème, s'endetter notamment sur le marché de capitaux, ça c'est un autre problème. Quelle relation vous entretenez-vous avec la dette que nous contractons sur le marché des capitaux ? Moi, je ne suis pas un spécialiste des questions monétaires, mais je réfléchis par exemple à partir de la CADES, c'est-à-dire la caisse qui a été créée par Juppé pour amortir les dettes de la protection sociale en 1997. Nous avons un taux de cotisation en matière de vieillesse, de santé, de famille, etc., qui n'a pas bougé depuis 40 ans. On est à peu près à 66% du brut, 44% cotisation, 44 points de cotisation employeur, 22 points de cotisation salariée à peu près. Et ça n'a pas bougé au cours des 40 dernières années. Alors que la cotisation avait doublé entre 45 et la fin des années 70. On était passé de 28 à 63 ou 4% en 35 ans. Et c'est ce qui a permis précisément la mise en place de la production de soins telle qu'on l'a faite dans les années 60, la mise en place des régimes de retraite, enfin, etc. Ouais.
Ah oui, donc il n'y a pas eu ce besoin de gel- s'endetter. C'est la démonstration qu'il n'y a pas eu besoin de s'endetter Ah, pour on ne s'est pas endetté produire du tout. On les s'est hôpitaux, on ne les s'est pas collèges, les endetté lycées. pour produire. On Ouais, ne s'est ouais. pas endetté pour produire les hôpitaux. Les Ouais, hôpitaux ont été financés par subvention. La hausse Ouais, du ouais. taux de cotisation permet à l'assurance maladie de subventionner l'investissement. Et du coup, les soignants, ils n'ont pas soigné pour rembourser une dette comme aujourd'hui. Les soignants, ils sont soignés pour soigner. C'est tout à fait autre chose de travailler pour rembourser une dette ou de travailler pour faire ce qu'on a à faire. Hein. Ouais. Et donc, le gel de la cotisation génère un risque d'endettement structurel Eh oui. de nos systèmes de prestations de protection sociale qui ont été excédentaires, il faut le rappeler indéfiniment, qui ont été excédentaires jusqu'à la fin des années 80. Hein. Malgré le roman ou le rituel automnal depuis 1946 du trou de la Sécu qu'a entretenu la presse aux ordres, enfin, etc., etc. Le capital, évidemment. C'était entièrement faux. Alors, structurellement, le gel de la cotisation fait effectivement qu'aujourd'hui, il y a des risques d'endettement, enfin des risques de déficit qui sont compensés ou combattus par une réduction drastique des dépenses en matière de santé, par exemple. Si bien que le déficit, il est très faible en réalité, hein, il n'y a pratiquement pas de déficit de nos régimes sociaux, mais enfin, la CADES crée donc en 1997 pour amortir les déficits, et pour lequel nous payons une cotisation chaque mois d'ailleurs, hein, pour l'amortissement des dettes liées au déficit, je vais y arriver. Elle a fait cette incroyable performance d'amortir 80 milliards de déficit, enfin de dettes, je vais y arriver, oui, 80 milliards de dettes, moyennant 43 milliards de taux d'intérêt. Enfin, dans les années 2010, qui sont des années à faible taux d'intérêt. C'est une performance. C'est-à-dire que les marchés financiers ont absolument besoin du déficit. Ça leur donne une occasion de ressources tout à fait considérables. Et donc, c'est pour cela qu'il n'y a pas, la dette, elle n'est pas combattue. C'est un pur jeu. Donc, plutôt que de recourir à la dette sur les marchés de capitaux, par exemple, agir sur le taux de cotisation, dégeler le taux de cotisation pour faire que le prélèvement sur la valeur ajoutée permette de financer de grands programmes. C'est un levier économique, finalement, infiniment plus vertueux, la cotisation, que l'endettement, qui, même s'il est moins grave que moi, je suis d'accord avec ça, y compris pour les retraites. Là, c'est ce qu'il faudrait faire. Hein. Il n'y a pas que l'endettement pour résoudre ces problèmes de déficit. Bien sûr, de pour avoir des leviers de financement. Alors, notamment parce que, comme on vient parler de la cotisation comme un levier permettant de générer une richesse qu'on peut investir, je vous ai entendu l'autre fois sur le plateau du Média évoquer une proposition que je trouve absolument passionnante sur un secteur, comment appeler ça, un secteur socialisé de l'alimentation, où en moyennant une petite augmentation de la cotisation, on affecterait à chaque ménage, en gros, une sorte de pouvoir d'achat dans le secteur alimentaire, bio, équitable, responsable. Vous pouvez reprendre cette idée-là? Je la trouve géniale, j'adore. C'est-à-dire que il s'agit de rendre désirable la hausse des cotisations. Ouais. Nos adversaires, idéologiquement, ont gagné sur ce terrain-là. Hein. Ils ont rendu la hausse des cotisations non désirable, et la hausse des impôts non désirable. Et il s'agit au contraire parce qu'on ne peut pas mobiliser une population sans son désir. Moi, je pense que c'est pas, on peut pas imposer des mesures par le haut. Hein. Et donc, même s'il faut un État. Hein, donc, l'idée, c'est effectivement de s'inspirer de cette invention incroyable qu'est le fait, de socialiser la valeur économique dans une cotisation, soins, cotisation santé, de financer par subvention l'investissement hospitalier. Et Dieu sait si dans les années 60, la création des CHU, etc., ça supposait la transformation des hospices en hôpitaux locaux, ça a supposé un investissement absolument considérable.
Et puis 3, de conventionner les professionnels ou les établissements pour que leur pratique soit conforme à une décision collective. Bien, ça a été d'une efficacité incontestable. Et pourquoi pas le transposer et pourquoi, enfin, je veux dire, c'est très combattu dès le départ, bien sûr, parce que c'est des personnels qui ont un salaire à vie, les fonctionnaires de santé, ou les libéraux aussi, ils ont un revenu à vie qui est alimenté par la socialisation du salaire dans l'assurance maladie. Donc ils sortent de la soumission au marché du travail, au marché des biens et services. Ça, c'est, d'un point de vue anthropologique, c'est tout à fait décisif dans le passage au communisme. Mais la seule façon de défendre ces institutions, c'est de les généraliser. Il n'y a pas d'autre solution. Si on les défend, on est perdu. C'est ce qu'on fait, hélas, depuis beaucoup trop longtemps. Ouais. Donc, on pourrait très bien... Mais ça vaut pas que pour l'alimentation. Ouais. Moi, je suis parti... Tu montrais que ça marchait bien parce que le secteur est déjà en train de travailler à sa propre transformation. Nous avons dans toute la filière, depuis la production d'outils réparables jusqu'à la distribution, à la restauration, en passant par la production de biens bruts, des légumes, etc., des biens élaborés, on a déjà toute une série d'initiatives alternatives faites par des... D'ailleurs, dans un phénomène sociologique tout à fait important, qui est que maintenant une part non négligeable de jeunes diplômés ne jouent pas le jeu du capital, sont en sécession et créent des entreprises alternatives. Alors, menacées par la récupération ou par la marginalité, bien sûr, mais précisément, comment s'appuyer sur cet ethos communiste de tout cela. Pour moi, il y a un ethos communiste quand on a décidé d'être maître du travail et de son travail, et de ne pas être dans la schizophrénie dans laquelle sont beaucoup de militants de ma génération. On conquiert des droits en matière de travail abstrait, en matière de salaire, etc., mais dans une certaine indifférence à l'utilité sociale de ce qu'on fait. Alors on proteste contre le fait qu'on est en train de produire de l'armement qui va être vendu à l'Arabie Saoudite, mais on continue quand même de le produire. Ouais. Et cette schizophrénie-là, cette jeunesse-là, qui est beaucoup présente dans la filière agricole, ou à la filière alimentaire, disons, elle ne la supporte pas. Elle entend produire dans ses convictions des biens qui ont un usage qu'ils estiment positif. Et pour moi, c'est au cœur de l'ethos communiste, cette responsabilité sur le travail concret. Oui, mais c'est intéressant. Non, mais là, on rejoint ce qu'on a dit au début, c'est cette espèce de double discours, comme dans un combat. Donc, il y a des fois où vraiment il s'agit de protéger des droits sociaux, de protéger des travailleurs qui sont menacés par un système, même s'ils produisent en fait des choses qui n'ont pas une utilité sociale, ou qui servent des armes. Ouais. Mais il y a ce premier créneau de combat, puis après il y a le deuxième qui doit se poser clairement et c'est vrai qu'il n'a pas été posé traditionnellement. Enfin, moi, j'ai pas été éduqué comme ça, et même à l'université, on m'a jamais posé cette question-là. On m'a toujours formé à être en contre-attaque. Et c'est vrai, il faut valoir un moment, je pense, pour gagner cette bataille, ne pas être en contre-attaque et offrir un débouché, un discours, la proposition. C'est quand même très difficile parce qu'on est vraiment dans un combat. Et dans un combat, on doit se battre. On n'a pas le temps de tout de suite penser à l'après. Oui, mais l'hypothèse qu'on peut faire, c'est peut-être on perd tout le temps précisément parce qu'on aligne nos discours et nos manières de penser sur l'adversaire. Alors qu'il me semble qu'effectivement, passer à l'affirmative nous permettrait peut-être d'être plus nombreux du côté de la gauche. Et surtout que cette alternative, il y a déjà là. Elle a déjà existé. On n'invente pas l'eau chaude. Encore une fois, sur le modèle de ce qui se met en place dans les années 60 en matière de production de soins, nous pouvons donc créer. Alors, c'est pas à la marge, c'est pas une petite cotisation, c'est une grosse cotisation. Oui, parce qu'en dessous de 120 milliards, ça vaut pas le coup. Ah, d'accord. Bon, il nous faut 120 milliards. OK. Donc, c'est 8% de la valeur ajoutée marchande. Donc, tu augmentes de 8% là? Non, il y a 1400 milliards de production de valeur ajoutée marchande. 120 milliards, c'est 8%. Et ça suppose donc une cotisation qui correspond à 8% de la valeur ajoutée marchande. Bon. Les entreprises cotisent à cette cotisation de sécurité sociale de l'alimentation, comme une sécurité sociale du soin.
Ah d'accord. La Sécurité production de sociale soins de l'alimentation. s'opère par une sécurité sociale, la production de l'alimentation s'opère par une sécurité sociale. Une sécurité sociale qui n'est finançable que si les entreprises, par ailleurs, ne remboursent pas 120 milliards de dettes. Hein. Oui, pour que ce soit une opération blanche économiquement. Le bouquin de Thomas montre bien que la dette privée est très supérieure à la dette publique. Il rappelle le chiffre, 134% du PIB, alors que la dette publique, c'est 100% ou à peu près. L'endettement privé, alors il y a l'endettement privé à la Drahi, hein, où tu fais de l'endettement non pas pour investir, mais pour agrandir ton espace de façon absolument frauduleuse. Bon, Drahi qui crée avec ses dettes, ça c'est pas le problème. Mais en revanche, il faut au contraire mener une bataille politique sur l'illégitimité de la dette privée pour financer l'investissement. C'est pour cela que la question du crédit c'est une question anthropologique pour moi, pas simplement de circuit économique. Rendre illégitime le fait qu'on s'endette pour travailler alors que c'est nous qui produisons la valeur. C'est nous qui produisons la valeur de l'investissement. Donc pourquoi est-ce qu'on s'endette pour travailler? On peut mutualiser autrement que et avancer de l'argent. Il faut bien avancer de l'argent pour qu'il y ait investissement, mais ça peut se faire autrement que par crédit. Ça peut se faire par subvention, avec la responsabilité des travailleurs de produire de la valeur, évidemment. Bon. Pour que cette création monétaire ou cette avance monétaire soit pas purement inflationniste. Donc, moyennant une bagarre, entreprise par entreprise, mais ça, les équipes syndicales sont capables de le faire maintenant. On a quand même des pratiques dans les entreprises de syndicalistes qui savent y faire et qui connaissent la comptabilité de leur entreprise. L'entreprise fait 1 million de valeur ajoutée. Ma foi, ça fait donc 80 000 euros de cotisation nouvelle qu'elle ne peut pas assumer. Je ne vais pas mettre les entreprises devant ce genre de... Mais elle ne rembourse pas 80 000 euros de dette. D'accord. Donc là, ça suppose toute une bataille politique. Ah oui, pour faire accepter que les créanciers ne soient pas remboursés. Oui, mais on a mené la bataille politique sur l'illégitimité de la dette publique pour l'Allemagne, pour la Grèce, etc. Menons la bataille politique sur l'illégitimité de la dette privée pour financer l'investissement. Ces 120 milliards, c'était calculé comment? C'est 150 € par personne et par mois. Donc chacun, de même que nous avons une carte vitale, nous avons une carte de sécurité sociale de l'alimentation, et nous pouvons dépenser des biens à prix. Il ne s'agit pas du tout de la gratuité, des biens à prix, mais qui sont solvabilisés à hauteur de 150 € par personne et par mois, mais chez des professionnels conventionnés, exactement ce qu'on a fait pour la santé. Sur les critères de bio, local, circuit court. Des critères de propriété de l'entreprise par les travailleurs eux-mêmes, parce que ça, il faut absolument créer une dynamique de propriété de l'outil de travail par les travailleurs eux-mêmes. Ah d'accord, il faut forcément que ce soit les travailleurs qui sont propriétaires de l'outil de production pour pouvoir être conventionnés dans le système. Pour pouvoir être conventionnés. Parce qu'il faut créer aussi une aspiration à être propriétaire. Pour le moment, les travailleurs... Ils ont été tellement formés à l'école sur leur indignité, à coup de notes, où on les a... Bon, ceux qui ont eu des bonnes notes, je suppose comme Thomas et moi, ou assurément toi aussi, on ne s'est pas trop rendu compte du truc, mais des gamins système, qui pendant 12 ans ont 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 de protection... ils sortent du truc avec le sentiment de leur indignité. Hein. Et donc, c'est pour ça qu'il faut aussi du salaire comme droit politique de la personne. C'est pour confirmer... Alors que le capitalisme en permanence, il nous suspecte. Il nous persuade de là, notre il s'agit au contraire là qu'on soit confirmé dans nos capacités en permanence. Et donc, la cotisation financerait une production, et la distribution, production, restauration, enfin à tous les niveaux, hein, mais exclusivement auprès de professionnels qui correspondent à des normes communistes, c'est-à-dire propriété de l'entreprise par les travailleurs, normes biologiques, enfin, etc., ou agriculture raisonnée. On ne peut pas toujours faire du bio, mais enfin agriculture raisonnée. Distribution donc jamais ni Carrefour ni Lidl ne seraient conventionnés, hein. Parce que on peut pas uniquement compter, Thomas il faisait allusion au travail du consommateur qui est bien. La responsabilité individuelle de bien choisir. On peut pas uniquement compter sur le fait qu'on ne va pas chez moi c'est mes enfants qui me l'ont appris. Moi j'allais un peu bêtement chez Carrefour, mes enfants m'ont dit mais en fait tu vas quand même pas continuer à aller chez Carrefour, faut arrêter. Bon, donc j'y vais plus, hein, d'accord. Mais il suffit pas de ça, il faut aussi que précisément un dispositif macroéconomique institue cette pratique en disant vous ne pourrez pas honorer
vaut 150 € par mois à Carrefour. C'est pas possible. Il faut que ce soit chez un autre distributeur qui correspond à des normes communistes. Bon, ça suppose quand même une grosse bataille politique, parce que ça marche à condition... Non, mais la lutte de classe est une bataille politique permanente. Oui, Thomas. Oui, non, mais et ceux qui ont développé des monnaies locales, c'était un peu basé, enfin pas complètement là-dessus, mais c'était un peu pour flécher un achat vers des gens qui produisaient selon des critères qui avaient été préétablis au départ. Donc les monnaies locales, c'était un petit peu ça. Alors c'est vrai que le faire de cette façon-là, ce serait le rêve en fait, en réalité. Ouais. Mais il y a quand même beaucoup de citoyens qui ont commencé, des initiatives citoyennes qui ont commencé à réfléchir à ça. Ouais. Alors vous, plutôt que l'outil de la cotisation, vous privilégiez des outils auxquels on est plus habitué, notamment les politiques fiscales. Vous en parliez à propos du programme L'Avenir en commun, un taux d'impôt progressif avec des taux éventuellement confiscatoires sur les très hautes tranches de revenus, en vous appuyant notamment sur le bouquin de Thomas Piketty, Le Capital au XXe siècle, qui montre la vertu de l'impôt pour organiser une redistribution de la richesse. Donc la politique fiscale, c'est un outil robuste, vous semble-t-il, pour conduire une politique de gauche ? C'est un outil nécessaire, mais pas suffisant. Ouais. Mais c'est nécessaire quand même. Enfin, aujourd'hui, la fiscalité est tellement combattue. Non, mais elle est tellement combattue pour dire que ça sert à rien. On a l'impression que dès qu'on paye un impôt, ça tombe dans un trou noir, que ça finance rien du tout, y compris pour les cotisations. Et Emmanuel Macron, il dit qu'avec le pouvoir d'achat, il baisse les cotisations salariales, les cotisations chômage, les cotisations maladie. Il dit ça, les gens sont très contents. Ils ont l'impression que c'était juste une punition. Mais ces cotisations chômage, elles finançaient justement le chômage. Donc le revenu, voilà, exactement, de substitution. Et donc finalement, ce que l'on leur retire d'un côté, on va leur retirer de l'autre aussi. Là-dessus, c'est clair que Macron, il est très bon pour les vases communicants. Donc voilà. Donc ça, c'est la première des choses. Donc la fiscalité, elle est importante et c'est bien de rappeler toujours que la fiscalité, ça tombe pas sur un trou noir, que ça finance des services publics, une couverture sociale et que quand on met aujourd'hui les taux de prélèvement obligatoires et qu'on fait les classements par pays que vous trouvez dans les magazines, qui sont tout le temps commentés en disant que la France est dans la tête et que c'est horrible, il faudrait mettre à côté le taux de couverture sociale des individus. Vous allez aux États-Unis, la santé, c'est privé. Ça coûte plus cher qu'en France et vous avez 2 millions d'Américains qui font faillite à cause d'une maladie et vous avez une espérance de vie qui est plus faible qu'en France. Donc le service public, là, dans ce cas-là, est beaucoup plus efficace que le secteur privé. Donc c'est important de rappeler ça. Mais ensuite, c'est pas suffisant pour entraîner un changement radical. Vous regardez sur la transition énergétique aujourd'hui, ce que met en avant la Commission européenne, c'est la fiscalité verte, c'est le marché du carbone, c'est les subventions un peu aux énergies renouvelables. C'est pas suffisant pour faire un basculement. Et on le voit bien aujourd'hui, c'est que malgré une fiscalité qui augmente, il y a une manifestation la semaine prochaine, il y a une fiscalité qui augmente, qui est nécessaire, c'est clair. Dans un contexte d'injustice, de politique fiscale injuste. C'est pour ça aussi, je pense qu'il y a un ressenti, une colère, mais qui est certes nécessaire, mais qui n'est pas suffisante. On demanderait aux producteurs, il faudrait demander aux producteurs aujourd'hui pourquoi il n'a pas fait cette transformation vers des véhicules qui consomment moins, pourquoi il n'y a pas eu des investissements publics dans les transports ou dans les infrastructures en province. Je veux dire, aujourd'hui, le taux d'utilisation de la voiture, vous regardez, en fait, vous êtes en province, vous montez parfois à 80%, parce qu'il n'y a pas de transport, puis à Paris, vous êtes à 12%, parce qu'il y a des transports en commun. Mais malgré tout, vous êtes à 12% à Paris, mais il y a les achats de voitures diesel, c'est plus de 50% à Paris quand même, alors que vous faites très peu de kilomètres. Pourquoi ? C'est pour aller dans les résidences secondaires le week-end, non, en réalité non, mais parce que nos producteurs sont des spécialistes de la voiture diesel. Donc vous avez plus de chances de trouver des voitures diesel quand vous allez chez un concessionnaire. Donc on voit bien qu'on fait reposer aujourd'hui l'ajustement de cette transformation, de ce passage à autre chose que le diesel ou à réduire la part du diesel uniquement sur le consommateur en augmentant la fiscalité et on ne demande rien au producteur. Lui, au contraire, on lui baisse sa fiscalité, on lui offre plein de cadeaux, le CICE, etc. Donc, vous voyez, là, il y a un véritable problème. Donc, la fiscalité, elle est bien, mais elle n'est pas bien quand elle repose que sur le consommateur. Il faut une transformation des modes de production qui, là, se fait par des réglementations, par une vision de l'État et ainsi de suite. Pas que par de la fiscalité. Alors, à propos du bouquin de Thomas Piketty, Le Capital au XXe siècle, j'ai cru vous entendre dire, Bernard, que Piketty met 300 pages à montrer que l'impôt, ça ne marche pas. Non, vous n'avez pas une formule comme ça. J'ai cru vous entendre dire que c'était la conclusion que vous aviez tirée. C'est plus de 300 pages, d'ailleurs. Par ailleurs. Beaucoup plus de 300 pages. Oui, sa conclusion, c'est vive l'impôt, mais toutes les statistiques qu'il produit, il montre que l'impôt, finalement, n'atteint jamais ce qu'il vise, parce que les juristes d'optimisation fiscale sont mieux payés que vous et moi, parce que les façons, les moyens pour une multinationale d'échapper à l'impôt sont absolument considérables. Et donc, c'est la conclusion que Piketty tire de ces statistiques. Moi, je trouve que c'est un acte religieux, parce que sa statistique, au contraire, elle démontre que l'impôt n'est pas un outil
réelle de sortie du capitalisme, en tout cas. Ouais. Moi, je souscris tout à fait vraiment à ce que vient de dire Thomas. C'est-à-dire que, et dans son livre d'ailleurs, il a sur cette question-là des choses, enfin, il rappelle des choses extrêmement importantes. Prenons la manifestation prochaine du 17 novembre. Et prenons-la au sérieux, hein, parce qu'il ne suffit pas de dire waf waf, c'est récupéré par l'extrême droite. Hein, ça ne suffit pas. Il faut quelque chose d'un peu plus sérieux, parce que elle repose sur un sentiment extrêmement juste, qu'on demande à des consommateurs qui sont en général des marchés captifs, parce que il y a 9 millions, je crois, 9 millions de Français qui, de toute façon, ne peuvent pas se passer de la bagnole pour aller au boulot, etc. Bon, parce qu'il n'y a pas de transport en commun, etc. On fait reposer sur la fiscalité, d'une part, en général, et non pas sur la production, la transition énergétique. Or, c'est pas par le jeu sur les prix qu'on opère la transition énergétique, et ça, je crois que tu le montres très très bien dans ton bouquin. Or, la fiscalité, elle joue sur les prix, donc la fiscalité n'est pas un outil de transition énergétique. Et donc, moi, je ne dirais pas qu'il faut qu'il y ait des taxes supplémentaires sur le pétrole. Je ne pense pas que c'est ça l'outil de la transition énergétique. Deuxièmement, je crois que c'est dans ton bouquin que tu montres que cette fiscalité ne va pas du tout à la transition énergétique. Cette fiscalité, ça accompagne le fait que les impôts sur le revenu des entreprises, des personnes, baissent, mais que du coup, il faut compenser ça par des impôts sur la consommation, la TVA, les taxes sur la consommation énergétique. On part ça des vertus écologiques, mais ces taxes-là, en plus, donc, ne vont pas du tout, sauf 10%, je crois, 7 milliards sur les... Non, 4 milliards sur les 37 milliards, je ne sais plus combien, enfin tu donnes les chiffres, je crois, hein, ne vont pas du tout à l'écologie, mais vous renfloue les caisses de l'État parce que il choisit de taxer la consommation et non pas les revenus. Donc, il y a une imposture totale. Hein. Ouais. Alors, cette imposture, elle n'est pas du tout combattue par l'extrême droite, puisque l'extrême droite, c'est le joker du capital, donc ils ne vont sûrement pas contester tout ça. Ouais. Mais il faut mener une bataille extrêmement forte. Moi, je mène une bataille contre les taxes sur la consommation, au bénéfice en termes écologiques, hein, d'une mutation de la production. Et c'est là qu'on en vient aux questions de... la responsabilité des travailleurs, de la responsabilité, oui, bien sûr, propriété, d'usage de l'outil de production. C'est toujours à cet endroit-là que se jouent les choses décisives. Absolument. Alors, oui, il faut qu'on aborde quand même la stratégie politique pour y parvenir, parce que donc on a plein d'idées super, mais comment qu'on fait pour parvenir à des positions de pouvoir qui permettent de mettre en œuvre ces grandes ambitions de réforme. Alors, s'agissant de la stratégie politique, Thomas Porcher, vous êtes signataire avec Raphaël Glucksmann et d'autres d'un manifeste pour un mouvement qui s'appelle Place Publique. Le manifeste est paru le 7 novembre dans l'IB. Ça s'appelle « Agir avant qu'il ne soit trop tard ». Un mouvement qui se propose à la fois de rassembler les initiatives citoyennes et d'essayer de faire la passerelle, j'ai pas très bien compris, faire la passerelle entre les différents partis existants sans... On essaie de recréer un mouvement, on part d'urgence écologique, sociale, démocratique, l'urgence aussi de changer l'Europe ou de créer des passerelles entre des mouvements européens, des activistes européens. Voilà, donc on fait ça et le but étant de mettre, de faire la promotion et de mettre dans les institutions de plus en plus de citoyens. C'est-à-dire, vous avez aujourd'hui, moi je rencontre beaucoup des porte-paroles d'attaque, des porte-paroles d'ONG qui sont pour moi, mais alors des gens qui sont extrêmement brillants et qui sont toujours à la périphérie du pouvoir. C'est-à-dire qu'ils travaillent les politiques souvent. Ouais. Alors certains les écoutent beaucoup, hein, puis d'autres les écoutent pas. Ils sont souvent à la périphérie. Et ben moi je pense que ces gens-là qui ont mené des combats pendant des années, il faut faire en sorte aujourd'hui qu'ils soient dans les institutions. Que ce soit plus en fait, qu'on fasse plus de la politique un métier. Qu'on ne soit plus dans des accords d'appart. Alors, peut-être qu'on y viendra, je suis assez naïf là-dessus. Oui, parce que vous allez vous retrouver attrapé par les jeux d'appareil. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est que je pense qu'aujourd'hui, il y a vraiment un mouvement qui se passe à gauche,
Jean-Luc Mélenchon a fait un score impressionnant. Moi, j'ai voté pour lui. Il y aurait une élection demain, je revoterai pour lui. Les Insoumis ont fait des choses géniales à l'Assemblée. Heureusement qu'ils étaient là pour essayer de freiner un peu les choses. Mais qu'il y a quand même des gens encore qu'il faut aller chercher. Voilà, vous ne croyez pas que justement la France insoumise est allée les chercher, ces gens-là? Parce que, par exemple, rassembler les citoyens qui sont déjà dans une forme d'engagement, c'est précisément pour ça que la France insoumise a pris la forme d'un mouvement oui, bien sûr. d'accueillir toutes sortes de gens qui étaient complètement en dehors de... Enfin, alors moi, je dois être très naïf là-dessus. La France insoumise est la première force de gauche. Personne ne peut dire autre chose, ça c'est sûr. Maintenant, moi j'ai du mal... moi je ratisse large quand je dis la gauche. Je sais que par exemple Thomas Piketty est très critiqué. Il a été très critiqué par Frédéric Lordon. Pour moi, ça reste quand même quelqu'un de gauche parce qu'il a mis sur la place publique quelque chose que personne n'avait réussi à mettre avec lui, c'était les inégalités. Il a quand même mis sur la place publique. Aujourd'hui, tout le monde en parle, y compris aux États-Unis. Enfin voilà, c'est le truc, les inégalités à tous les. Donc bon, ça veut pas dire, mais c'est déjà pas mal, je trouve. Je trouve que c'est quelque chose de bien. Donc moi, je pense qu'il faut plutôt créer des passerelles, plutôt que de se battre. Et ça, je l'ai vu moi dans les milieux dans lesquels j'ai évolué toute ma vie. Plutôt d'extrême gauche, entre guillemets, où j'avais l'impression qu'on se battait toujours sur les 20%, lesquels 20% de divergence. Ah oui, d'accord. Alors que si le monde c'était ce type de débat, ou si le monde c'était le débat entre Benoît Hamon et Mélenchon, ou si le monde c'était le débat entre Jadot et Mélenchon, on vivrait dans le meilleur des mondes. Non, mais c'est ça la réalité. On vivrait dans le meilleur des mondes. Et moi, je rêverais que ce soit ce monde-là. Sauf qu'en face, vous avez des gens qui arrivent, qui ont des divergences, des lobbies, qui ont des grosses divergences, qui parfois représentent des marques concurrentes, mais qui se mettent d'accord quand il faut baisser la fiscalité, qui se mettent d'accord quand il faut avoir moins de réglementation, et ainsi de suite. Donc vous voyez, et à gauche, moi j'ai eu l'impression qu'on s'est toujours battu pour savoir qui est-ce qui était plus blanc que blanc et qui est-ce qui était moins blanc que blanc, et ainsi de suite, et qu'à la fin, on a créé plus de divisions. Alors je ne dis pas que le but de mon truc, ce n'est pas de créer une division. Là, on est à 3 ans et demi de la présidentielle, on est très loin. On crée un mouvement comme ça pour essayer de drainer des gens, des forces qui se sentent un peu exclus des partis traditionnels, qui ne s'y retrouvent pas, mais qui partagent des valeurs de gauche. Voilà, et on verra ce que ça fait ensuite. Mais je pense, moi, vraiment qu'il faut plutôt créer des passerelles entre nous que se battre. Et là, la création de ce mouvement, moi, j'ai été beaucoup peiné parce que sur les réseaux sociaux, je me suis fait beaucoup attaquer par la France Insoumise pour qui j'ai pas des officieux, pas des... Oui, d'accord, pas les cadres, mais voilà, les militants de base. Militants de base. Ouais. Et ça m'a fait quand même beaucoup de peine parce que moi, j'ai l'impression que l'on partage quand même l'essentiel. Mais il y a un effet d'image, je pense, un petit côté bobo qui est généré notamment par Glucksmann. Oui, mais Glucksmann, c'est une partie prenante, c'est pas lui le chef, c'est une partie prenante. C'est lui qui est invité partout sur les médias. D'accord, ok, mais alors là, c'est les médias qui font une déformation et ils ont tort. Enfin, moi, il y a eu une interview, enfin, j'ai expliqué ce qu'était le mouvement dans un grand quotidien à un journaliste. Il a fait un article, je lui ai envoyé un message, je lui ai dit, le message que je lui ai envoyé, c'était ça. Nul n'est plus sourd que celui qui ne sait entendre. Voilà ce que je lui ai envoyé. Il m'a répondu, non mais attends, tu sais, il faut que l'article circule, etc. Voilà. Bon, voilà. Les médias, c'est très bien, mais vous savez, un tableau, on le voit, c'est le regardeur qui fait le tableau. Ce que disait Duchamp, je crois, c'est ça. Possible, je sais pas si c'est le regardeur qui fait le tableau. Donc voilà, c'est une partie prenante. Dans les gens qui sont, il y a Claire Nouvian, qui a voté Mélenchon, qui l'a dit, tombé dans le domaine public, qui s'est battu pour l'écologie. Vous avez des associatifs comme Olivier Duboucois qui s'oppose à tous les grands chantiers inutiles. Vous avez Judith Aquien qui a fait une association pour l'accueil des migrants. Donc vous avez quand même plein de gens et on ne demande pas ce qu'ils ont voté, mais vous avez quand même une grosse partie qui sont quand même des gens plutôt qui sont loin, on va dire, de la social-démocratie. Et vous avez également Raphaël Glucksmann qui représente quelque chose aussi à gauche. Donc voilà, moi je suis plutôt Raphaël Glucksmann sur les migrants. Moi, je trouve qu'il a toujours été impeccable. Là-dessus, on ne peut pas lui reprocher. Sur d'autres choses, je ne partage pas ses points de vue sur la France. Mais c'est ça aussi qui est bien. C'est que malgré nos divergences, sur l'essentiel, on s'entend. Voilà. D'accord. Donc, plutôt une logique de faire passerelle. Alors, bon, en même temps, il ne faut pas sous-estimer quand même le pouvoir de coercition du capital. C'est-à-dire que là, vous dites on est à 3 ans et demi de la présidentielle, donc il y a quand même la question de la présidentielle de 2022. Je ne vois pas qu'est-ce qui pourrait... Là, il faut arrêter. Non, bien sûr. Non, mais j'imagine bien que ce n'est pas vous qui allez porter le candidat de... Mais Claire, non, mais c'est pas du tout... Voilà. Imaginons que déjà, là, on a créé ce truc. C'est vrai que ça fonctionne bien. Alors, pour le coup, là, c'est qu'on répondait quelque part, moi, je pense, à une demande, puisque je ne sais pas combien de temps ça a duré, mais les 2 premiers jours, on a eu plus de 5000 inscriptions sur le site. Donc, vous dites que vous êtes adhérent. Il y a eu un premier meeting qui va être fait
on a rempli pratiquement toute la salle et on doit prendre une deuxième salle. Enfin, on ne sait pas ce que ça va être parce que c'est quand même le passage. Mais bon, sur les inscriptions en ligne, on a rempli la première salle et le maire de Montreuil a demandé qu'on prenne une autre salle en plus. Donc, il y a quand même quelque chose, des gens qui sont demandeurs de ça. Voilà, et après, on va voir. Si c'était une liste européenne, l'élection européenne, c'est une élection particulière. Et je pense que sur les votes, on se retrouvera beaucoup avec la France Insoumise et beaucoup avec les Verts là-dessus. Il n'y a pas de souci là-dessus. C'est une élection particulière. Mais maintenant, la présidentielle, c'est quelque chose. Enfin, aucun de nous, je pense, n'a la capacité aujourd'hui. Bien sûr, voilà, c'est pas ce que je voulais dire. Et puis alors, attention, vraiment, tout le monde. Claire Nouvion a dit qu'elle ne voulait même pas être sur une liste. Elle fait ça. Raphaël Glucksmann, pour l'instant aussi. Enfin, voilà. Et on nous avait proposé, c'est comme ça que je l'ai rencontré, d'être sur des listes déjà. Sur les listes d'Europe Écologie Les Verts. Lui, il avait Benoît Hamon qui lui avait proposé. Donc, il a refusé. Donc, c'est pas ça la première motivation. C'est vraiment de créer une effervescence autour de thèmes que nous partageons tous à gauche, malgré nos divergences. Oui, avec un appui surtout sur le terrain, sur les initiatives qui sont déjà en place. Et ça, je pense que c'est un point fort avec la manière de penser les choses de Bernard, parce que cette manière de s'appuyer sur ce qui existe déjà, le déjà là, l'expertise qu'il y a sur le terrain, des pratiques de production alternatives, etc. Donc ça, je pense, Bernard, que ça c'est le genre d'approche que tu peux complètement défendre. Toi, ta manière d'envisager le combat politique, ça se joue à quel niveau? Ça se joue justement dans les expériences de terrain, de pratiques alternatives, de pratiques subversives du capitalisme, ou bien est-ce que les partis politiques sont l'endroit qu'il faut comment dire, tu vois, pénétrer dans le parti pour modifier la ligne? À quel endroit on joue prioritairement le combat politique pour la gauche? Moi, je suis membre du Parti communiste depuis 1969. Donc, c'est dans le Parti communiste que je me socialise politiquement et que je me bats. Et puis, j'essaye de faire valoir, comme tout membre d'un parti, mes positions dans le Parti communiste. J'ai pas de pratique militante en termes strictement politiques en dehors du Parti communiste. Maintenant, si on prend non pas la politique et ses enjeux, pour lesquels je rejoins ce que dit Thomas. Un ami à Nancy me disait il y a quelque temps... nous, un ami de droite, me disait, nous, à droite, on pris individuellement, on n'est pas très bon, mais collectivement, on est bon. Vous, à gauche, vous êtes plutôt pas mal individuellement. Alors, collectivement, c'est vrai. Qu'est-ce que vous êtes mauvais. C'est tellement vrai. C'est ça. Mais ça, c'est une question de lutte de classe. La classe dirigeante, elle sait quels sont ses intérêts. Donc, elle est très disciplinée. Elle a une conscience de classe plus forte. Elle ne s'embête pas à faire une querelle sur l'essentiel. Nous, effectivement, on passe notre temps à être des frères ennemis, c'est insupportable, c'est vrai. Il faut absolument trouver des moyens de faire ensemble, enfin. Et donc, moi, ce qui m'intéresse, c'est quand même déjà de faire valoir ce qui nous unit plutôt que ce qui nous sépare. Cela dit, ça, c'est dans l'ordre de la politique. Mais dans l'ordre du politique, de façon plus fondamentale, je pense que le politique se joue aujourd'hui sur la question du travail. Fondamentalement, c'est tout le pourrissement du débat autour de l'extrême droite et de la xénophobie vient d'un vécu absolument réel d'impuissance face à son travail. Du coup, on a peur de plus avoir de boulot, on a peur de... Alors ensuite, il y a des salopards qui s'efforcent que notre peur aille vers l'étranger, vers des plus faibles que nous, etc. etc. Mais c'est déjà la peur qu'il faut supprimer. Et supprimer la peur, ça ne se fait que par la responsabilité sur le travail. Et donc, pour moi, l'enjeu... essentiel du politique, pour moi, aujourd'hui, c'est la souveraineté des travailleurs sur leur travail. Ouais. Alors, j'avais imaginé un scénario où on allait jusqu'au fantasme de « on prend le pouvoir », la gauche prend le pouvoir, imaginons Mélenchon, France Insoumise,
s'il avait gagné la présidentielle. Et à ce moment-là, concrètement, qu'est-ce qui se passe? Alors, il se trouve que vous n'avez pas lu le papier du Diplo auquel je voulais faire référence et je vous encourage, les abonnés, à le lire. Un papier dans le Diplo d'octobre 2018, Face au marché, le scénario d'un bras de fer. C'est signé Sylvain Leder et Renaud Lambert. On imagine une présidence vraiment de gauche avec un programme de rupture avec le néolibéralisme. Et là, ce qu'on découvre, c'est l'incroyable réaction du capital, dont on a très peu parlé, me semble-t-il. C'est dans l'hypothèse où on essaierait de mettre en œuvre une augmentation du taux de cotisation, une fiscalité ultra confiscatoire sur les hautes tranches. En fait, la réaction du capital est tellement violente. Le scénario proposé dans le Monde Diplo montre qu'il faut d'emblée avoir des politiques extrêmement radicales de fermeture des frontières aux capitaux. C'est-à-dire qu'on a le sentiment qu'en fait, pour pouvoir mettre en œuvre une politique ne serait-ce que keynésienne, aujourd'hui, il faut être complètement anticapitaliste d'abord. Vous voyez ce que je veux dire? Qu'en fait, il faut adopter une certaine radicalité, une certaine brutalité, ne serait-ce que pour pouvoir faire son travail de gauche. Sinon, le capital non seulement se venge, en fait, mais il empêche simplement qu'on accède à la possibilité. Ce qu'on voit aujourd'hui, avec toutes les élections qu'on a, des gens comme Trump, comme Orban, ou comme Salvini, ils peuvent dire des choses, ou comme au Brésil, ils peuvent dire « je vais tuer tous les gens de gauche » comme au Brésil. Il n'y a pas de souci, mais pourquoi il n'y a pas de souci? Parce que de l'autre côté, ils baissent la fiscalité toujours très fortement. Donc le capital est toujours préservé. Trump, il préserve le capital, Orban, il préserve le capital. Et donc là, on peut avoir des extrêmes, mais une radicalité qui est hors norme, on le voit bien. Mais tout va bien parce qu'ils préservent le capital. Et vous avez des grands groupes, et même des grands groupes français qui disent « Ouh là là, il ne faut pas que ce soit Trump, il ne faut pas que ce soit Trump », mais qui le lendemain vont leur serrer la main en disant « c'est génial parce que Trump va baisser la fiscalité très fortement ». Et donc voilà. Donc là-dessus, on se rend bien compte que tant qu'on ne touche pas au capital, finalement, les pires saloperies peuvent passer. Il n'y a pas de souci. Non mais ça, c'est vrai. C'est ce qui se passe. Et là, on peut taper à fond sur les migrants, on peut taper à fond sur tout. Il n'y a pas de souci, mais on baissera la fiscalité, donc tout ira bien. Alors qu'une politique de gauche où on augmenterait la fiscalité sur le capital, où on ferait un certain nombre de réformes de gauche pour lutter contre l'évasion fiscale, pour remettre le modèle social sur pied, on aurait une réaction très rapide. Et moi, je suis sûr que si demain Mélenchon était en tête de liste, on aurait le même scénario, bien que Marine Le Pen baissait la fiscalité, on aurait le même scénario avec on dirait attention, les taux d'intérêt augmentent, attention, c'est très mauvais, attention, l'Europe va mal, et tout le monde se lèverait en Europe, Merkel, pour dire que c'est très très grave ce qui va se passer. Et oui, non, mais on a vu la capitulation de Tsipras, Syriza en 2015, qui est un cas très spectaculaire de ravalement complet de l'ambition de gauche devant la réaction du capital, ici sous la forme de la Troïka. Oui, je finirai juste là-dessus, mais la Grèce n'était rien du tout dans la zone euro, c'était 3-4%. La France, c'est quand même autre chose. C'est le deuxième pays de la zone euro. Alors là, c'est 20%, me semble-t-il, près en termes de PIB de la zone euro. Donc ce serait un autre rapport de force quand même qui serait tenu que celui de Tsipras. Ouais. Mais c'est vrai que Tsipras, je pense que c'est ceux qui ont essayé d'aller le plus loin avant de se faire terrasser. Varoufakis, on peut le critiquer comme on veut. Il était un peu farfelu, il voulait faire une monnaie électronique. On peut le critiquer. Mais il a quand même été voir tout le monde. C'est lui qui a été le plus loin en termes de confrontation, je pense, par rapport à la taille de son pays et ce qu'il représentait. Et ce qu'il avait comme mur en face de lui, c'est lui qui a quand même été le plus loin dans la confrontation. Mais effectivement, la France, si Tsipras avait été un parti français qui avait pris le pouvoir et Varoufakis avait été un ministre français, je pense que ça aurait été autre chose s'il avait été aussi loin, parce que le rapport de force n'est pas le même. Hollande, quand il a dit qu'il allait renégocier les traités, il n'a jamais été dans le rapport de force. Il a rajouté un petit truc, c'était réglé. Si on avait tenu un rapport de force fort, je pense que ça aurait pu être autre chose. D'accord. J'imagine. Oui, parce qu'on peut avoir l'impression que le capital a pris une telle puissance aujourd'hui, c'est comme s'il y avait un effet de cliquet, on ne peut pas revenir en arrière. Revenir au keynésianisme des années 50 à 70, ça semble aujourd'hui un peu, ça me semble un peu un fantasme, comme si le capital aujourd'hui avait pris une telle ultra-puissance que il n'est même pas question maintenant d'envisager de faire une politique de gauche. On a loupé une occasion de le faire, c'était la crise de 2008 du capitalisme, capitalisme libéral. Et normalement, dès qu'il y a une crise, souvent, là, il y a des rapports de force qui se réorganisent et on change souvent de mode de régulation du fonctionnement de l'économie. C'est ce qui s'est passé après la crise pétrolière, on est passé au capitalisme libéral, c'est ce qui s'est passé après la crise de 29. Là, on avait une occasion et on n'a pas saisi cette occasion. Et on a été encore plus loin dans la logique libérale. Et effectivement, là, c'est inquiétant. Bernard, sur cette puissance du capital qui nous désarme un peu?
c'est pas là-dessus que je voudrais. Vas-y. C'est plutôt sur cet exercice de politique fiction. On a gagné la présidentielle avec un programme de taxation du capital, etc. Il y a évasion des capitaux, qu'est-ce qu'on fait, etc., etc. Moi, je ne souhaite pas qu'on gagne la présidentielle, très franchement. Je souhaite qu'on boycotte l'élection présidentielle. Moi, je me bats dans mon parti depuis très longtemps. L'élection présidentielle, c'est un cancer de la démocratie total. J'étais gamin en 62, mais j'étais absolument contre. Je n'étais pas encore électeur, mais je suis resté absolument contre cette élection au suffrage universel du président de la République. C'est un cancer de la démocratie dont on mesure quand même de plus en plus la réalité. Et encore une fois, le cœur du politique, c'est la prise de pouvoir dans l'entreprise. Je ne vois pas vraiment d'autres possibilités. La bourgeoisie n'a pas pris le pouvoir d'État. Hein. Elle a pris le pouvoir d'État à la fin du XVIIIe siècle, quand elle avait pris le pouvoir économique. Il y a actuellement, dans nos partis, y compris au Parti communiste, il y a une espèce d'inversion des facteurs absolument dramatique. L'enjeu n'est pas de conquérir des positions électorales. L'enjeu est de conquérir des positions sur le travail, dans l'entreprise. Parce que si tu te retrouves président de la République avec des travailleurs qui ne sont pas décidés à diriger les entreprises, tu vas être pris, qui ne sont pas décidés et qui n'ont pas pris qui n'ont pas commencé à l'être. Enfin, c'est pour ça que le processus est long. Le processus est beaucoup plus long que ça. Le processus de la révolution, c'est un processus qui est long et qui ne démarre pas par la prise du pouvoir d'État. Il faut être dans l'État. Si Marcel Paul ou Ambroise Croizat ou Thorez n'avaient pas été ministres, il y aurait des tas de choses qui ne seraient pas faites. Je suis entièrement d'accord. Mais ils étaient sur des strapontins. Ils n'étaient pas du tout au cœur du pouvoir d'État. Ils étaient sur des strapontins pendant 1 an. La bourgeoisie n'a pas été au cœur du pouvoir d'État pendant 3 siècles. Elle a été, de temps en temps, ministre de Louis XIV, parce que Louis XIV menait une bataille contre les féodaux, donc c'était finalement intéressant pour la bourgeoisie de s'allier au roi absolu. Et puis, dès la Régence, dès Louis XV, réaction nobiliaire, on fout en l'air tous ces ministres bourgeois, on remet des nobles, etc. Bon, la bourgeoisie, elle n'a pas pris le pouvoir d'État, d'accord ? La bourgeoisie, elle a pris le pouvoir économique. Et cerise sur le gâteau, elle a pris le pouvoir d'État. Donc moi, je ne milite pas du tout pour la mobilisation autour de la présidentielle et de la victoire à la présidentielle. La mobilisation politique, et moi je me bats dans mon parti à ce propos-là, elle doit d'abord jouer dans le fait de confirmer les travailleurs dans leur dignité d'être souverains sur le travail. Ok. Bon. Vous voulez réagir, Thomas? Non, alors on va rester sur ces magnifiques paroles finales. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir participé à cette discussion. J'espère qu'elle vous aura nourri comme elle m'a nourri, qu'elle vous aura donné de l'ardeur dans vos luttes. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine émission. Salut.